Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je me présente Bruno Pelchard, je suis membre du conseil d'administration de la Corporation d'aménagement intégré Racine-Vauvert qui organise cette conférence aujourd'hui sur les eaux souterraines. D'abord, je voudrais vous dire que ça a été rendu possible par une participation du Fonds participatif rural auquel a servi une subvention. Et puis, on a pu organiser cette activité. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais demander à M. Nicolas Paradis, président du CA de Lac-Hervé, de venir vous dire un petit mot. Merci, Bruno. Je voulais juste rajouter aussi qu'il y a aussi la ville de Lobo-Mistassini qui est notre partenaire principal financier. Ça fait qu'on remercie quand même la ville de Lobo-Mistassini qui rend l'activité aujourd'hui possible. Je vous remercie de votre présence. C'est vraiment très apprécié d'avoir une bonne réception de votre part. Puis, dans le fond, la CARV, c'est la Corporation d'aménagement intégré Racine-Vauvert. Puis ça, c'est un organisme qui a été créé il y a 25 ans, en 97. Ça fait que... Puis un des objectifs de la corporation, là, justement, c'était de protéger les ressources du territoire, dont la nappe phréatique. Ça fait que, tu sais, il y a 25 ans, c'était une préoccupation là, des gens dans la corporation. Puis je pense qu'aujourd'hui, on tombe à pic. Ça fait que c'est un jeu de mots. avec toutes les modifications là, qu'il y a sur le territoire puis la pression anthropique, je pense que la conférence là, est vraiment là, importante aujourd'hui. Puis l'activité elle va permettre d'acquérir des connaissances là, pour avoir une meilleure compréhension là, de la nappe phréatique, parce que la nappe phréatique, c'est quand même mystérieux, c'est dans le sous-sol, on ne la voit pas, mais on en a tous besoin, c'est quand même indispensable l'eau dans notre vie. Ça fait que sur ça, je vais passer la parole, je pense que c'est à M. Pelchard. Puis merci encore de votre présence. Merci, M. Paradis. Alors, on va commencer tout de suite avec la présentation de M. Mathieu Laroche, représentant de l'OBV Lac-Saint-Jean, qui va venir nous présenter l'OBV et en même temps les projets qu'ils ont dans le secteur Vauvert. M. Laroche. Donc, effectivement, je me présente, Mathieu Laroche. Moi, je travaille à l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait là, mais on m'a demandé de venir vous expliquer c'est quoi notre organisation et les projets qu'on a. Évidemment, vous vous en doutez, là, ça tourne autour de l'eau. Donc, vous allez voir un petit peu plus l'eau de surface, mais il y a quand même des liens à faire. D'abord, d'entrée de jeu, là, on vient de le mentionner, mais je voulais commencer par ça, faire un petit rappel que l'eau, c'est quand même un bien qui est précieux, qui est vital, qui fait partie de notre quotidien. On l'oublie peut-être un peu des fois, là, mais c'est vraiment dans tout ce qu'on fait, il y a tout le temps de l'eau. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui? Parfait. Donc, première chose, évidemment, on la consomme. On peut penser au fait qu'on la boit, qu'on l'utilise pour cuisiner, nos besoins sanitaires, mais on l'a aussi pour l'agriculture. Donc, tout ce qui est irrigation, il y a également la production d'énergie qui passe par l'eau ici au Québec. Il y a aussi la production de biens. Par exemple, mon gilet, pour se rendre à son format qu'on voit là, il a nécessité des centaines de litres d'eau. Donc, l'eau est vraiment dans tous les produits qu'on utilise. C'est aussi utile pour nos loisirs, le tourisme. Et dans les écosystèmes naturels, pour la biodiversité, les écosystèmes vont venir nous fournir plusieurs services, ils vont jouer plusieurs rôles et ils dépendent tous de l'eau. Donc l'eau, on le dit, c'est un bien précieux, mais c'est aussi un bien qui est collectif. En fait, il y a une loi qui nous dit que l'eau ne peut pas être appropriée par quelqu'un, c'est vraiment un bien commun qui est partagé. Et l'idée, c'est que tout le monde devrait pouvoir avoir une eau qui est de bonne qualité, en bonne quantité pour assurer nos différents besoins. Donc, une eau très importante, mais également une eau qui peut être vulnérable, qui est menacée par différents enjeux. Il peut y avoir des problèmes de qualité de l'eau qui arrivent par différentes causes. Il peut y avoir aussi des enjeux de quantité, donc on peut en avoir trop, avoir des inondations, en avoir moins, avoir des sécheresses. Il y a toutes les variations entre les deux, puis le même phénomène se voit dans l'eau souterraine avec des variations du niveau de la nappe. Donc, ça aussi, c'est un enjeu quand même important. Il peut y avoir des enjeux d'accès à l'eau. Je l'ai dit, c'est un bien collectif, mais ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité ou la même facilité d'accéder, par exemple, à des plans d'eau. Et il peut aussi avoir des conflits d'usage liés notamment à ce qu'on vient de voir, donc qualité, quantité, accessibilité, mais également peut-être, par exemple, les espèces envahissantes qui peuvent causer des conflits. Maintenant, comment on fait pour conserver notre eau et nos usages?
Bien, au Québec, le gouvernement a décidé de le faire avec la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc, on va prendre le temps de décortiquer les deux, puis vous allez voir c'est quoi le rôle de nous, d'un organisme de bassin versant. Donc, gestion intégrée de l'eau, première chose, c'est le concept qu'on va simplement regarder un territoire et voir tous les effets cumulatifs de toutes nos activités, tous nos usages. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir voir un petit peu disons, l'impact que va avoir chacun des usages et on va voir l'effet cumulatif pour se concerter et décider collectivement comment on réagit face à ça, face aux différents problèmes qui sont créés. Là, la deuxième partie, c'est bassin versant. Donc, c'est la façon qu'on utilise le concept de gestion intégrée de l'eau. Donc, c'est le territoire en question. Donc, un bassin versant, c'est vraiment toute la superficie qui est drainée par un cours d'eau. Puis, quand il pleut, l'eau va suivre nécessairement le relief, va rejoindre des ruisseaux, des rivières, des lacs et va aboutir à un endroit. Donc, à partir de cet endroit-là qu'on choisit, par exemple, là, ce serait le bas du cours d'eau sur l'illustration, mais le bassin versant, c'est tout ce qui est drainé en amont. Puis nous, c'est donc sur tout ce territoire-là qu'on veut regarder les différentes activités, les différents impacts qui peuvent s'accumuler. Puis le concept de bassin versant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer selon nos besoins. Donc là, on voit, il y a un cours d'eau principal, puis c'est tout le bassin, mais on pourrait faire des bassins pour chaque petite branche. On pourrait en faire pour un lac aussi. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est une façon d'évaluer le territoire qui sort au-delà des limites administratives classiques municipales, parce qu'évidemment, l'eau ne s'arrête pas aux limites. Donc les impacts sur une autre municipalité peuvent se faire aussi ressentir chez nous. Donc il faut vraiment voir la relation amont-aval le long du cours d'eau. Ceci étant dit, le gouvernement a donc identifié 40 grands bassins versants au Québec qui se sont ensuite nommés des zones de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc, nous, dans la région, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a deux petits cercles rouges que j'ai encerclés. Donc, on a l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, que je représente aujourd'hui, mais on a également l'organisme de bassin versant du Saguenay. Eux, ils commencent, je vous dirais, environ à la Grande Décharge jusqu'au Saint-Laurent. Donc, au Québec, on est 40 OBV et on a pour mission de coordonner la gestion intégrée de l'eau par bassin versant dont je viens de vous parler. Un peu plus précisément, ici dans la région, pour notre territoire, on a 72 500 km², donc vous voyez, très grand territoire. C'est le deuxième plus gros territoire d'OBV au Québec. On a plus de 80 000 lacs, plus de 170 000 km de cours d'eau. Donc, évidemment, vous comprenez que nous, de notre côté, on a une vision très macro. On est vraiment généraliste. On a une bonne idée des problèmes qu'il y a dans la région, mais peut-être pas sur chacun des 80 000 lacs ou des petits bouts de cours d'eau. C'est beaucoup trop détaillé pour notre territoire. J'en profite aussi pour attirer votre attention sur les différentes couleurs. Je vous parlais qu'on peut avoir un grand bassin versant, qui est notre territoire pour le lac Saint-Jean, mais on peut faire des plus petits bassins versants pour les cours d'eau. Donc là, on voit un petit peu la palette de couleurs. On voit la Péribonka, la petite Péribonka, la Mistassini, la Tiquapé et les autres. Là, je ne les nommerai pas tous. Puis on pourrait aller encore plus petit que ça selon les besoins. Maintenant, la gestion intégrée de l'eau, comment ça se traduit concrètement? Bien, on va faire une planification stratégique de l'eau avec ce que nous, on appelle un plan directeur de l'eau. Donc, en fait, c'est un document dans lequel on va venir identifier les problèmes qui peuvent affecter l'eau, autant l'eau de surface que l'eau souterraine, et on va aussi venir identifier les solutions pour limiter le problème puis corriger la situation. Donc ça, c'est un document qu'on fait avec les gens du milieu parce que c'est un document qui va être fait aussi pour le milieu. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas l'OBV qui va régler tous les problèmes, c'est vraiment collectivement, tous ensemble, vu qu'on a tous une part de responsabilité. Vous voyez peut-être le petit bonhomme en bas, là. Je voulais simplement vous dire qu'on est en train de faire une mise à jour du plan directeur de l'eau. Donc, il va y avoir des consultations cet automne, là, donc ce sera l'occasion de participer. Puis aujourd'hui, je vais aussi être attentif à tout ce qui va être discuté pour voir un petit peu ce qu'est vos préoccupations. Donc, ça va nous aider aussi à en tenir compte dans notre prochain plan directeur de l'eau. Je vous ai dit, on ne fait pas ça nécessairement tout seul, ce travail-là. On est 4 employés à l'OBV, on est situé à Normandin. Mais on fait ça en collectivité, donc on est des représentants du secteur municipal, du secteur communautaire, économique, les Premières Nations, les gens du gouvernement. Donc on est vraiment un lieu d'échange où les gens viennent, ils se discutent et ils s'entendent, ils se concertent sur ce qu'on va faire de notre eau. Si vous voulez voir un peu plus concrètement, là, je vous invite à visiter notre site Internet. On a une section où on présente à chacune de nos rencontres annuelles. En fait, on a 3-4 rencontres dans l'année et on présente sur un recto de feuilles les discussions qui ont lieu dans chacune des rencontres. Donc, de façon très synthèse, vous pouvez voir vraiment qu'est-ce qui est abordé, c'est quoi les décisions qui sont prises collectivement.
Je vous ai dit, on se donne des grandes actions, des grandes stratégies pour régler les problématiques en lien avec l'eau, mais on va aussi suivre pour voir est-ce qu'on progresse dans l'atteinte de ce qu'on s'est donné. Donc, on fait un suivi annuel de la mise en œuvre. Ça aussi, c'est disponible sur notre site Internet. Je n'irai pas plus dans le détail, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller le voir. Et au besoin, mais on va tenir aussi des journées d'information, des journées de consultation, des comités de discussion pour vraiment aborder des sujets. Puis on va participer aussi à des événements qu'on est invités, comme aujourd'hui. Donc tout ça, ça nous permet de vraiment voir un petit peu l'état de situation, les problèmes, les solutions. Mais je vous l'ai dit, on travaille avec des représentants. Donc après, c'est collectivement qu'on doit faire les efforts. Donc on doit aussi faire un effort de promotion, de sensibilisation, d'information. Donc il y a tout un gros volet qui est de la communication pour expliquer quels sont les problèmes, expliquer les causes et expliquer les solutions. Donc là, je ne passerai pas à travers la liste sur la diapositive, c'est simplement pour vous montrer qu'on a beaucoup de moyens de communication. Si on s'en va dans le un peu plus concret terrain, disons, il y a aussi un gros morceau qui est l'acquisition de connaissances, parce qu'on sait qu'on a des problématiques, mais on doit aussi les documenter, voir à quel point elles progressent, est-ce qu'on a une amélioration, une détérioration. Donc, il y a eu différents projets, je vais vous en présenter quelques-uns. 2011-2012, autour du lac Saint-Jean, il y a eu une campagne d'échantillonnage, donc il y a eu des prélèvements d'eau pour voir la quantité de phosphore qu'il y a dans nos grandes rivières et qui arrive au lac Saint-Jean. Les bandes riveraines, un sujet très important. On a évalué à quel point les bandes riveraines sont de bonne ou de mauvaise qualité dans la région. Donc, en fait, on regarde à quel point on a des végétaux en bordure des rives de nos plans d'eau ou de nos rivières. Puis, sans grande surprise, dans les différents inventaires qu'on a faits, c'est quand même un enjeu, c'est très problématique. On manque de végétaux en bordure de nos plans d'eau, puis ça amène beaucoup de conséquences. Donc, gardez ça en tête, vous allez voir un projet un peu concret en lien avec ça. Un autre élément, c'est qu'on a participé avec Canards Illimité Canada et les MRC pour la cartographie des milieux humides. Dans la région, on est quand même choyé, on a beaucoup de milieux humides, surtout comparativement au sud du Québec. Puis, ça a plein de bénéfices parce que les milieux humides vont permettre de prévenir les inondations, les sécheresses, ça vient recharger la nappe phréatique, ça filtre l'eau, donc ça améliore la qualité. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits que normalement, si on n'avait pas ces milieux humides-là, il faudrait payer, compenser, puis là, ça coûte très cher. Donc, on a quand même une grande richesse ici, puis c'est ce qu'on a découvert, en fait, avec la cartographie. On a été en mesure de venir le documenter précisément. On participe aussi à différentes analyses de qualité de l'eau. Donc ça, ici, c'est le réseau de lacs témoins qu'on a avec le ministère de l'Environnement. Et donc, on documente avec des échantillons d'eau, avec des sondes qu'on descend dans les lacs. On vient documenter la qualité de l'eau, puis ça vient donner des portraits régionaux au gouvernement pour ensuite appliquer des programmes ou des subventions différentes selon les réalités. De façon similaire, on a aussi le suivi de la biodiversité. Donc, on fait de l'échantillonnage dans des tourbières, marais, lacs, rivières pour voir à quel point les changements climatiques vont avoir un impact sur nos écosystèmes, sur notre environnement et pouvoir ajuster, encore une fois, les programmes ou l'aide qui est disponible en conséquence. Maintenant, je vous ai parlé de l'OBV, donc on trouve des solutions, on a de la donnée, on regarde à quel point ça évolue. Les gens vont aussi pouvoir réaliser des actions, nous on peut les accompagner, mais à l'occasion, il n'y a personne qui se porte volontaire pour faire des gros projets d'ampleur sur le territoire. Donc là, à ce moment-là, nous on prend le relais et on les fait. Donc ici, je vous présente le cas des bandes riveraines. Je vous ai parlé qu'il y a une problématique, on n'a pas assez de végétaux. Donc on a beaucoup travaillé le sujet dans les dernières années. De 2016 à 2021, on s'est beaucoup concentré sur la rive du lac Saint-Jean. Et là, pour 2022 à 2025, on veut travailler avec les autres lacs de villégiature. On commence en priorité sur le territoire de Domaine-du-Roi. On aimerait ça l'étendre aussi à toutes les MRC de notre région. Donc, vous l'avez peut-être vu passer quand on était en 2016-2021 autour du lac Saint-Jean. Il y avait eu des programmes, là, les professionnels pouvaient venir faire des plans d'aménagement. Vous pouviez commander des végétaux à faible coût. Il y avait des tournées de porte-à-porte, des soirées d'information. Il y a eu beaucoup d'activités. Puis c'est ça ici, le secteur Vauvert avait été ciblé comme prioritaire pour Dolbeau. Puis il y avait eu beaucoup d'activités aussi qui avaient été faites. Je vous ai parlé des milieux humides. Donc on a effectivement une richesse, mais ce n'est pas très connu. Ils sont malheureusement menacés. Donc on a aussi mis en place la route des milieux humides, qui est un peu comme une route des vins ou une route des fromages, où on a identifié des milieux humides sur le territoire qui ont une beauté, qui ont une richesse, puis qui méritent d'être découverts. L'idée ici, c'est vraiment de conscientiser les gens à leur importance au rôle des milieux humides pour ensuite pouvoir plus facilement les conserver.
Puis donc, cette route des milieux humides-là, il y a quelques sites sur le territoire, puis on a décidé de les améliorer, d'aménager un peu plus les sites pour que ce soit plus accueillant. Donc, 2021-2022, on a travaillé au marais du Lac-aux-Foins à Saint-Thomas-du-Dîme, au marais du Rigolet à Métabetchouan et à la Pointe-Tiquapé à Saint-Félicien. Et on a fait des aménagements. Par exemple, on a refait des passerelles, des trottoirs, des belvédères. On a aménagé des panneaux de sensibilisation, de signalisation, des nichoirs. On a fait des journées découvertes. Donc, beaucoup d'activités de sensibilisation et de mise en valeur. Puis ça m'amène à vous parler qu'on aimerait ça faire également un projet similaire dans le coin ici. Donc, on aimerait mettre en valeur les milieux humides de la baie de Ptarmigan. En fait, on aimerait ajouter des panneaux de signalisation pour faciliter l'accès au site. On sait qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à le trouver. On aimerait ça aussi remettre en état ou remplacer les nichoirs. Il y en a qui sont présents depuis plus de 10 ans sur le site, sont un peu endommagés. Ça mériterait d'être remis à jour. Même chose pour les panneaux de sensibilisation. Il y en a quelques-uns, mais si vous les avez vus récemment, ils sont quand même défraîchis. Je pense que les intempéries ont eu raison un peu d'eux. Donc, on aimerait ça les remettre à jour, au goût du jour aussi, dans un look un peu plus moderne et peut-être plus efficace pour la sensibilisation. Il y a des activités découvertes aussi. Donc, on aimerait ça faire des bio-blitz, des journées de sensibilisation, de découverte, d'inventaire, mais avec les gens du milieu. Et finalement, un sujet peut-être un petit peu sensible, je dirais, mais la cohabitation des véhicules hors route, des randonneurs, des cyclistes qui utilisent le site. On sait qu'il y a quand même des enjeux. Il y a les mêmes chemins sont utilisés, il y a des enjeux de sécurité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées, peut-être pas avec les plus grands succès. Donc, on aimerait ça aussi travailler sur le sujet. Puis ce projet-là, c'est en partenariat avec le Conseil régional de l'environnement et la Société de gestion environnementale de Dolbeau, donc la SGE, que vous connaissez probablement. Donc ça, c'est un projet qui serait à venir. On aimerait ça le réaliser dès l'été prochain. Il va rester à voir, est-ce qu'on va obtenir le financement, est-ce que les ressources humaines vont toujours être en place, parce qu'on ne se le cachera pas, là, en 2023, il y a du roulement un peu partout. Mais c'est le souhait, puis si ce n'est pas l'année prochaine, bien, ce sera l'année suivante, et ainsi de suite. Là, ça reste une priorité pour nous de venir travailler dans le secteur. Puis j'en avais déjà discuté avec Bruno, avec la MRC, donc on a déjà quand même avancé pas mal pour que ça puisse se réaliser. Dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez organiser des activités de sensibilisation, d'éducation, d'information en lien avec l'eau, nous, on a de l'argent qui est disponible, on a le fonds bleu qui existe. Donc, on peut vous donner de l'argent si vous voulez faire ça. On peut aussi collaborer à des projets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez réaliser des projets, des activités en lien avec l'eau. Et c'est ce qui conclurait ma présentation. Donc, en fait, j'espère que vous avez compris un petit peu qui on est, l'organisme de bassin versant. Si je devais le résumer, je vous dirais qu'on est un organisme de concertation. On a comme travail de faire la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, donc de venir regarder quelles sont les problématiques qu'on a sur le territoire en lien avec l'eau, quelles sont les solutions, de faire la promotion de ces solutions-là sur le territoire, d'accompagner les gens qui veulent réaliser des actions pour corriger la situation, régler les problèmes. Et par la bande, nous aussi, on peut réaliser des projets et on va suivre l'évolution de tout ça au fil du temps, autant la progression des actions que la progression des problématiques. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, M. Laroche. Merci. Oui? Attends, oui, c'est ça. Oui. Pourquoi dans le Nord, il n'y a pas d'organisme? On voit je ne sais pas, en Haut-Chibougamau, comme là, tout ce qui est blanc, là, il n'y a pas de représentation. Là. Dans le Nord du Québec, il n'y a pas de... Effectivement, le gouvernement, quand il a implanté les organismes de bassin versant aux alentours de 2009-2010, ils se sont concentrés sur le sud du Québec, donc le sud méridional. Donc, c'est vraiment... j'aimerais vous dire c'est tout ce qui s'écoule dans le Saint-Laurent, mais il y a quelques exceptions. Là. Il y a des éléments qui s'en vont vers la baie d'Hudson. Mais en fait, c'est vraiment... Ils ont été au départ en se disant on va commencer par le sud du Québec. C'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Agriculture, les centres qui sont un peu plus habités. Ils se sont dit, au nord, bon, il y a des mines, il y a un peu de foresterie, mais ils ont voulu se concentrer sur le sud du Québec, où les problématiques sont aussi plus fortes, plus documentées. Mais c'est sûr que là, il y a comme une réflexion de qu'est-ce qui se passe au nord, est-ce qu'il faudrait aller régler des problématiques. Donc, le gouvernement se questionne beaucoup aussi sur le sujet. Il y avait entre autres là, le plan Nord, il y avait eu beaucoup de discussions sur comment gérer le territoire au nord du Québec. Donc, je ne sais pas comment que ça allait évoluer, mais pour l'instant, les OBV, c'est effectivement juste le sud du Québec
pour les grands bassins où il y avait des grandes problématiques selon le gouvernement. Oui, en fait, là, ce qu'on voit sur l'image, c'est vraiment les très grands bassins versants. Peut-être, je ne sais pas si vous distinguez bien les couleurs, là, tout ce qui est un peu rosé autour du lac, c'est ce qu'on appelle les bassins versants résiduels. Donc, c'est des petits, très petits bassins versants qui s'écoulent vers le lac Saint-Jean. Donc, eux, ils n'ont pas nécessairement de nom, mais ils existent. En fait, tout le territoire, c'est vraiment... chaque bout de territoire est dans un bassin versant. Puis ici, là, on voit effectivement le côté de la pointe s'en va vers la petite Péribonka. Puis à partir du moment qu'on sort un petit peu, là, qu'on arrive, probablement qu'on est pas mal aujourd'hui sur la limite entre les deux, j'ai l'impression. Mais là, on tombe dans des cours d'eau qui s'écoulent directement dans le lac Saint-Jean. D'ailleurs, qui on visite la baie de Ptarmigan, on les voit bien, tous les petits cours d'eau parallèles. Donc ça, chaque petit cours d'eau aurait son petit bassin versant. Mais globalement, il n'y a pas un aussi gros que, par exemple, la petite Péribonka ou la Péribonka. Mais le concept de bassin versant peut s'appliquer pour tout ça quand même. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas de nom officiel comme les autres. Alors, merci beaucoup, M. Laroche. Et puis, maintenant, on va passer à la deuxième partie. J'accueillerai M. Julien Walter et Mme Julien Walter et ses collaborateurs. Merci d'être venus. Alors, M. Walter, spécialiste des eaux souterraines à l'Université du Québec à Chicoutimi, je lui laisse la parole, puis suivra, comme tout à l'heure, une période de questions à la fin. D'abord, en attendant que ça projette, merci pour l'invitation. Hein. Merci beaucoup, M. Pelchat, puis toute la cave, de nous avoir invités. Là, c'est vraiment un grand honneur. Moi, je m'appelle Julien Walter. Je fais partie de l'équipe de recherche à l'université sur les eaux souterraines en particulier. Donc moi, j'enseigne dans les programmes de géologie et de génie géologique qui sont au département des sciences appliquées à l'UQAC. Je fais aussi partie d'un centre de recherche là, que vous voyez ici qui s'appelle le CERM. Il est un peu coupé. C'est le Centre d'études sur les ressources minérales. Ça regroupe plusieurs professeurs qui s'intéressent aux ressources minérales, mais aussi aux ressources minières et les ressources en eau potable. Ça, c'est plus mon département, avec un autre collègue. Et on a aussi un petit groupe de recherche qui s'appelle le R2O, qui s'appelle Risque Ressources Eau, et qui s'intéresse à des problématiques en lien avec la ressource en eau, et en eau potable en particulier. Fait que le mandat qui m'a été donné aujourd'hui, là, c'est de vous parler un petit peu, c'est comme une espèce de cours hydrogéologie 101. Ça se veut assez informel, puis je vous invite vraiment à m'interrompre à tout moment, ce que je n'autorise pas normalement dans mes salles de classe, mais non, c'est pas, je continue mes blagues. Mais vous n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Puis la manière dont on a pensé l'activité, c'est que vous voyez ici qu'on a ramené un très, très grand modèle portatif et qui représente un petit peu le fonctionnement des eaux souterraines. On va pouvoir les contaminer ensemble sans qu'on se retrouve avec une violation de la loi sur l'environnement. On va pouvoir utiliser ça pour vous montrer comment se voyage un contaminant dans le milieu, puis surtout les interactions entre l'eau souterraine et la surface. Et puis ça, c'est extrêmement important. Puis je pense que c'est un peu l'idée ici, c'est de sensibiliser les gens, puis donner un peu de connaissances pour que vous puissiez éventuellement apporter ça, puis regarder autour de vous, puis voir ces manifestations de l'eau souterraine. L'eau souterraine est invisible de nature. Puis on finira avec cette belle phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous disait que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça s'applique à l'eau souterraine. Et je rajouterai, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça, c'est peut-être plus pour moi à propos des eaux souterraines. Avant de commencer, j'aimerais, évidemment, je tiens depuis à peu près 2-3 ans, depuis 2-3 ans une espèce de revue de presse de l'évolution, en fait, des consciences sur l'eau souterraine qui nous sont amenées par les journalistes. Sur l'eau, de manière générale. Puis, je ne veux pas être trop long avec ça, mais c'est simplement pour qu'on se mette en contexte. Puis l'idée, c'est pas d'être catastrophiste, c'est pas non plus de culpabiliser les gens, n'importe quoi, c'est de faire un état de fait, puis un état de conscience. Vous avez ici, là, je vous représente en 1950, l'état à peu près, bon, c'est mondial, hein, on s'entend, c'est par pays. Vous voyez à peu près la disponibilité de l'eau dans le monde. Donc, normalement, là, je vais pointer ici. Je vais être mobile. Vous voyez qu'ici, vous avez une petite échelle qui vous dit la disponibilité en eau douce. Ça inclut les eaux de surface et les eaux souterraines, par mètre cube, par personne, par année. Alors, quand vous avez des couleurs comme ça, alarmantes, rouges, ça, c'est littéralement un état de pénurie. Après, on tombe dans les couleurs un peu plus charmantes. C'est un état de stress hydrique. Et puis là, ça, c'est le reposant, le vert reposant, OK, qui nous dit que là, il n'y en a aucun problème. Donc, on parle de 15 000 mètres cubes par personne, par jour. Donc, c'est calculé en fonction de besoins essentiels. Ouais, je pense que je vais pouvoir... c'est gentil. Oui, tu vas pouvoir passer si tu veux.
On voit en 1995, on voit déjà là que, évidemment, dans les pays plus aux alentours de l'équateur ou des régions un peu plus désertiques, désert du Sahara, désert de Gobi, en Chine, on voit que là, on se rapproche un peu, mais il reste que, somme toute, vous êtes d'accord avec moi pour dire que majoritairement vert sur la planète. Puis si on continue, on voit, là, ça c'est les prédictions pour 2025, on voit donc une situation qui s'aggrave. On peut revenir en arrière 2 fois, puis revenir en avant 2 fois, juste pour voir un petit peu comment le système évolue. On le sait, on s'en va mondialement vers des pénuries de plus en plus importantes en eau. Une des principales raisons, je l'aborde très peu ici, mais juste pour illustrer, on l'utilise beaucoup, comme le disait Mathieu tout à l'heure, pour l'agriculture. Il faut nous nourrir. Si vous prenez la population mondiale en 1950, on parle de 2 milliards d'habitants. Puis on regarde la population mondiale aujourd'hui, on est à 8 milliards d'habitants. Donc en fait, le lien, il est directement là. Il nous faut de l'eau pour faire pousser nos végétaux, etc. Mais ça, c'est un constat. Mes dates sont un peu effacées. 2018, on avait la presse qui titrait « La Terre pourrait bientôt manquer d'eau ». Et ça, c'est l'ONU avec d'autres, un forum international, un des premiers forums internationaux de l'eau, qui disait à Brasilia « Il faut agir au plus vite pour éviter que la Terre manque d'eau », etc. On peut avancer. Donc, j'ai regardé un petit peu plus tard. Ça, c'était 2018. Donc, 4 ans plus tard, en fait, la situation n'a pas réellement changé. En fait, elle s'aggrave même. Donc, manque d'eau potable, le monde a de plus en plus soif. Puis dedans, j'avais vu des statistiques. On parle de, en fait, la moitié des pays du monde qui souffriront bientôt d'une pénurie d'eau. Donc, c'est quand même un constat. On peut y aller, ouais. Et là, on voit que très récemment, en fait, c'est 2023. Tu arrives à lire la date exacte? 28 août? 22 mars 2023. Donc, c'est vraiment tout récemment. Et une crise mondiale de l'eau se profile à l'horizon. Et ça, c'est l'UNESCO. Et on dit que la demande de l'eau des villes pourrait augmenter de 80% de manière générale d'ici 2050. Si on continue un petit peu. Et c'est pour ça que très récemment, 28 février 2023, donc un peu avant, ils ont lancé, vous voyez, l'ONU a décidé de tenir un grand congrès à New York où ils allaient se questionner, puis ils ont dit il faut mettre en place un plan d'action, là c'est vraiment inévitable, et tu peux avancer. Donc je suis allé voir hier. Donc finalement, à la fin, ils nous ont dit il ne peut y avoir de développement durable sans eau. Je pense que Mathieu l'a bien expliqué, l'importance de l'eau dans nos vies. Ça, c'était le secrétaire général. À l'heure où cette conférence historique, réaffirmons notre engagement au service d'un avenir commun. Et tous les pays membres ont tous signé un pacte. Donc, c'est très récent, hein, il y a moins de 3 mois. Tous signé un pacte pour dire nous allons maintenant mettre en place des plans d'action et gérer notre eau. Voilà. On peut continuer à avancer. Là, c'est le moment où vous travaillez. Un petit peu. Je vous demande combien, à votre avis, dans les pays européens, en France, une personne consomme d'eau en litres par jour? Combien de litres d'eau par jour par habitant en France? 100? Qui dit mieux? 150? Oh, ok, vas-y, tu peux cliquer. La réponse, roulement de tambour, bien, 140. On était entre 100 et 140 litres d'eau par jour par habitant. Alors maintenant, on va aller voir nos voisins du Sud et on va s'inclure dans l'Amérique du Nord. OK, on va toute l'Amérique du Nord, ça, c'est la même statistique s'applique. À votre avis? Vous y allez fort quand même, mais j'aime bien. Mais encore, monsieur a l'air d'être pas mal informé, tu peux y aller. Et oui, 300 litres d'eau par jour par habitant. En fait, c'est le record mondial. Actuellement, nous sommes, les Nord-Américains, les plus grands consommateurs d'eau par jour par habitant. Quand je présente ces chiffres, par exemple, au cégep ou dans une école, là, je vois tous les étudiants qui sont là, ils disent « Ah, pas moi. Pas moi. Moi, je ne consomme pas 300 litres d'eau par jour par habitant. » Là, souvent, je m'arrête et je dis « OK, qui a pris une douche aujourd'hui? » Alors là, évidemment, tout le monde lève la main parce que s'il y en a un qui dit « Non, pas moi », il se fait regarder par tout le monde. Et là, tout le monde lève la main. Moi, j'ai pris une douche. Et je dis « OK. » Une douche, ça coule à peu près de l'ordre, maintenant il y a des économiseurs, mais mettons, entre 10 et 15 litres par minute. Je dis, si tu as pris ta douche 10 minutes un matin, parce qu'on aime ça être sous l'eau, c'est à 150 litres qui viennent de partir, rien que là. Nous sommes des grands consommateurs d'eau pour nos besoins de manière générale. Il faut simplement l'accepter, puis ça fait partie de la game. Pourquoi eux, bon, je sais que la France a eu la réputation longtemps de prendre moins de douches que les Nord-Américains,
En tout cas, j'avais vu en arrivant ici, parce que vous l'avez entendu à mon accent, je suis arrivé en 1999, un épisode de La Petite Vie. J'ai dit, c'est ça l'image que vous avez des Français? En tout cas, c'était assez terrible. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous allez voir le maire dans un... En tout cas, bref. Pourquoi eux, 140 litres d'eau, ils prennent autant... Je vous rassure, en tout cas, moi, dans ma famille, on prend autant de douches que j'en prends ici. Pourquoi la moitié? Exactement. Et ça fait une grosse différence. Ils la payent non seulement à l'entrée, donc quand ils ouvrent leur robinet, mais ils la payent à la sortie. L'eau qui souille, elle a un prix. Il va falloir la décontaminer quelque part. Sur ce territoire qui est très, 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 très petit, ils sont 70 millions de personnes. C'est 2 fois plus que la population du Canada au grand complet. Donc la ressource, elle est mise à mal, en tout cas, elle est beaucoup pressurisée. Ils doivent mettre en place des programmes, en tout cas, pour s'assurer que personne ne manque d'eau. Mais effectivement, les compteurs d'eau, c'est... Puis, pour avoir travaillé un peu dans le sud du Québec récemment, là, dans le secteur de la Naudière, ils sont en train d'en installer. Probablement que ça va s'en venir. Et je pense que si ce n'est pas pour payer, mais ne serait-ce que pour connaître les quantités d'eau, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée pour savoir ce qu'on utilise comme eau. Mieux vaut savoir que pas savoir. On peut peut-être aller plus loin. Et évidemment, après ça, on ira avec le continent africain. À votre avis, combien de litres d'eau par jour par habitant? 12. On n'est pas loin. 25, 20, voilà, exact. Ça, c'est à peu près la moyenne qui est donnée. Donc, quand on travaille sur des projets d'adduction d'eau, donc on veut alimenter un village ou on utilise plutôt ces statistiques. Après, il faut vraiment être conscient que cette eau-là, parce qu'elle est plus rare, c'est vraiment les besoins essentiels. On est vraiment sur les besoins essentiels. Ici, là-dedans, on rajoute beaucoup de choses. On rajoute nos lave-vaisselle, on rajoute nos pelouses qu'on arrose, mettez-en. Et je disais à un moment donné, un peu à la blague, mais je finirai avec cette blague-là, un journaliste de Radio-Canada qui me passait en entrevue, je lui dis, on n'est pas nombreux sur Terre à avoir le luxe de faire notre premier pipi tous les matins dans l'eau potable. Parce que c'est ce que nous faisons. L'idée, ce n'est pas de se sentir coupable, c'est juste de prendre conscience qu'il y a une réalité. Donc, il y a une répartition très, très inégale de la ressource en eau à l'échelle de la planète. On peut avancer. Nous, notre usage de l'eau, ça c'est une vue aérienne de Montréal, c'est aussi ça. Vous calculez à peu près là-dedans, sur une piscine à peu près grosse comme ça, 50 mètres cubes. On parle de 50 000 litres d'eau. Voilà, par exemple. Mais vous voyez surtout qu'il y en a de plus en plus. Et en fait, c'est exactement en train de se passer, même quand on la paye, comme en France. Mais il y a peut-être lieu de se questionner, on parlait de concertation, d'en mettre une accessible à plusieurs. Là, c'est sûr, il faut partager, pas sa serviette, mais son coin de piscine, c'est un peu... Mais voilà. Mais peut-être que c'est inévitable, qui sait. Bref, ceci étant dit, on a ce loisir et ce luxe, puis on va en profiter. C'est notre confort de vie. Si on regarde les usages de l'eau, on va distinguer vraiment 3 principaux usages de l'eau de manière générale. Vous la consommez à vos besoins domestiques, vous la buvez, vous l'utilisez pour des procédés industriels ou vous l'utilisez pour l'agriculture. C'est les 3 grands usages de l'eau. Donc vous avez une répartition ici à peu près. Donc vous voyez que nous, ici en Amérique du Nord, puis les pays du Nord, ici, usage majoritairement industriel. Nous, on en utilise beaucoup pour la transformation de certains de nos produits. Puis vous voyez que dans d'autres cas, c'est principalement des usages agricoles, mais les usages agricoles ont des besoins colossaux d'eau. Un plant de maïs, c'est faramineux ce que ça lui prend comme eau pour pousser. Et évidemment, c'est les garde-manger de notre population. On peut avancer. Si on regarde un petit peu maintenant pour se rapprocher un peu plus de notre domaine d'étude ici, ou de la question qu'on pose, si on regarde l'eau sur Terre, tu peux y aller, on a donc la planète bleue, 97,5% d'eau qui correspond aux océans. Qui a déjà pris un bouillon dans le sud? C'est pas tellement digeste, c'est de l'eau salée. Vous ne pouvez pas la consommer. En fait, pour pouvoir la consommer, il faut la traiter et il faut la désaliniser. Tu peux y aller. Il nous reste donc 2,5% d'eau douce sur la planète, dans l'ensemble. Là, on n'est pas très, très chanceux non plus, parce que sur ce 2,5% qui nous reste d'eau douce, il y en a 70% qui sont sous forme de glace. Vous me direz qu'en ce moment, ils sont de moins en moins sous forme de glace. Ils commencent à libérer leur eau, et donc on augmente la proportion d'eau douce libre. Mais si on regarde bien, tout le reste de l'eau douce,
c'est l'eau souterraine. En fait, toute l'eau que vous voyez à la surface, elle est pas, vous ne prendriez probablement pas un verre d'eau dedans. S'il y a une petite source, une petite résurgence, là, oui, plus facilement. Mais mettons dans les lacs, peut-être que vous l'avez déjà fait, vous aviez très très soif, mais souvent, il y a certains pathogènes à l'intérieur ou des choses qui vont vous donner éventuellement une diarrhée, ou vous ne filerez peut-être pas très bien, il faut la traiter. C'est de l'eau de surface. L'eau souterraine, c'est le plus gros volume d'eau douce sur Terre. En fait, on dit qu'elle est à peu près 70 à 80 fois plus abondante que l'eau de surface. Pourtant, ce qu'on voit, nous, c'est l'eau de surface. Mais dites-vous, et je vais vous le montrer tout à l'heure, que toutes vos eaux de surface sont connectées par le milieu souterrain en eau par les eaux souterraines. Donc, en fait, vous ne voyez que les pointes de l'iceberg en regardant les eaux de surface. En dessous de vos pieds, vous avez des volumes colossaux d'eau douce et souvent immédiatement propres à la consommation, parce que naturellement filtrés par les sols. Et puis bon, ce qui nous reste, donc après, comme eau douce, il y a une très faible proportion qui est représentée par les lacs ou les eaux des rivières, etc. Si on regarde au Québec, actuellement, on a 90% du territoire habité qui est alimenté par les eaux souterraines. Mais ça ne représente que 20% de la population. Comment expliquer ça? 90% du territoire habité, 20% de la population. Ben, c'est parce que Montréal, qui sont 2 et quelques millions, proche de 3 millions, 2 et quelques millions, ils ont beaucoup de taxes qui rentrent. Fait qu'eux, ils se payent une grosse usine qui prend l'eau du fleuve, qui la transforme et qui l'envoie dans les réseaux municipaux. Lorsqu'on a une population suffisamment nombreuse, on peut le faire. Si je ne me trompe pas, Dolbeau, c'est du traitement d'eau de surface. Roberval, c'est traitement de l'eau de surface. Alma, traitement d'eau de surface. Une partie de Chicoutimi, Jonquière, eau de surface. Lac-Bouchette, étrangement, eau de surface. Tout le reste, Sainte-Jeanne-d'Arc, eau de surface aussi, je crois. Tout le reste de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tous des puits qui pompent de l'eau sous terre et qui l'envoient dans les réseaux municipaux. Donc, d'où le 90% du territoire habité et seulement 20% de la population. On peut avancer. Ce que je veux vous amener, puis je vais finir ma petite revue de presse avec ça. Puis ça, c'est titré donc de Radio-Canada, le 2 avril 2022. Il y a encore, puis probablement à juste titre, quand on prend l'avion puis qu'on regarde les milliers de lacs, quand Mathieu nous présentait le portrait du bassin versant du lac Saint-Jean, il nous disait combien de 150 000 km linéaires de cours d'eau, ou 170 000, je ne sais plus combien de lacs, fait qu'on se dit, mais de l'eau, on en a plein. Ben, pas tant que ça, finalement. De l'eau propre, et surtout non contaminée et en bonne quantité. À titre d'exemple, on va avancer rapidement. Manque d'eau historique à Québec en 2020. Ils ont manqué d'eau. On peut avancer, on va aller assez vite. Ça, c'était dû dans le coin de Rimouski, qui est quand même sur le bord du fleuve, qu'il y avait parce qu'on était en pleine pandémie, fait que les gens faisaient leur jardin. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient confinés à la maison, ils arrosaient leur jardin pour faire pousser des légumes. Ben, il y a eu, à un moment donné, interdiction d'arroser, consommation de 100 000 habitants, l'équivalent d'une consommation de 100 000 habitants alors qu'ils étaient 50 000. Obligés d'interdire l'arrosage. Et comme ça, je ne l'ai pas mise au complet pour pas non plus vous rabattre trop les oreilles, mais on en voit de plus en plus apparaître. En 2021, ici, de nombreuses municipalités du sud du Québec risquent de plus en plus de manquer d'eau lors des sécheresses estivales. On a travaillé dans le secteur de la Naudière, on a cartographié là. Il y avait des agriculteurs qui étaient littéralement en panique. Là, l'année dernière, c'était correct. Mais 2018, 2019, terrible. Les gens se sont équipés en pompes, ils ont tout ce que... Et là, on est dans le sud. J'en ai quand même mis plusieurs. L'eau devient de plus en plus difficile à trouver. J'arrive pas à lire la date. 2022, 30 mai 2022. 30 mai 2022. Donc ça, c'est vraiment très récent. Puis vous avez un petit reportage. D'ailleurs, je tiens à dire, ceux qui veulent avoir la présentation, je vais la laisser ici. Puis tous les liens ici, si vous voulez lire le détail de l'article, sont cliquables. Vous cliquez dessus, puis vous pouvez aller lire l'article. C'est ma source. Et on titre donc, encore une fois, on met ici, les changements climatiques sont à nos portes, on le sait, et on doit se préparer à gérer l'eau. On doit se préparer ensemble à gérer l'eau. Puis je pense que le mot-clé de Mathieu, tout à l'heure, c'était la concertation. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que vous êtes là, parce que
vous posez des questions sur cette eau-là, puis la première étape pour pouvoir la gérer ensemble, c'est de tous se mettre un peu d'accord sur comment ça fonctionne. Et qu'on peut aller. On a besoin d'une gestion plus responsable de l'eau au Québec, ça c'est 2023 je crois, ou 2022. Et finalement, il faut engager une réflexion démocratique sur le partage de l'eau. Démocratique, ça veut dire qu'il faut se mettre tous ensemble. Autant ceux qui leur nuisent éventuellement par leurs activités économiques, que ceux qui en ont besoin pour leurs activités estivales, que ceux qui en ont besoin à l'année, que les agriculteurs, etc. L'eau est probablement une des principales sources de conflits d'usage. Parce on en a tous besoin, puis on veut tous la partager. On peut y aller. La concertation, tu peux toutes me déballer mes trucs. Tu peux y aller, vas-y, mets-les tous. Encore? Ouais, c'est bon. En fait, la concertation dans la région, on peut se distinguer de la plupart des autres régions du Québec. Et c'est la raison pour laquelle moi, je peux être là aujourd'hui pour vous parler, que Laura Pierre, elle est avec moi aujourd'hui et qu'on a même des étudiants avec nous. La région s'est mobilisée. Depuis 1999, ils avaient créé un premier forum sur les eaux souterraines. On est en 2023 ici, on a notre projet qu'on appelle Arimo, puis on a quelques produits dérivés, des atlas qu'on pourra vous montrer tout à l'heure. Donc Arimo nous lie directement, c'est comme ça que j'ai bien connu Mathieu, les organismes de bassin versant, mais aussi les MRC, qui font partie de ce projet Arimo et qui financent une partie des travaux qu'on peut faire, justement, comme de la sensibilisation, du partage d'idées, ou même du développement de connaissances sur les eaux souterraines. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un historique de concertation sur les eaux, et je vous le dis, c'est la seule région du Québec actuellement qui a ce système de synergie entre le milieu municipal et les chercheurs de l'université. On peut avancer. Si on regarde ici, il y a deux enjeux principaux qui ont été définis par ce comité Arimo, c'est la protection et la mise en valeur de la ressource. Quand on dit protection, ça veut dire protéger. Puis la mise en valeur, ça peut vouloir dire utiliser l'eau comme un moteur économique. Parce que si vous l'utilisez pour une entreprise, pour l'agriculture, ça devient des activités économiques. Donc c'est une mise en valeur plutôt économique dont on parle. Si vous regardez cette carte ici actuellement, vous allez voir que je ne vous ai pas menti, c'est en brun ou couleur foncée, c'est les municipalités qui actuellement s'alimentent en eau souterraine. Et les points verts, c'est les puits. Si vous avez envie de connaître les débits qui sont pompés par ces puits, parce que ça c'est public, on les a inclus dans une image par MRC. Vous allez voir chacune des municipalités ce qu'elles pompent. Parfois, là, ça peut être des volumes importants. Là. On peut parler de 1000 à 2000 mètres cubes à l'heure, 24 heures sur 24. C'est des immenses volumes d'eau. Alors, pas partout, mais à plusieurs endroits. Puis vous voyez qu'il y en a plusieurs ici qui sont en eau de surface. Et dans ce cas-là, on en a une qui est mixte. Donc, en fait, c'est Albanel qui capte une résurgence. Donc, c'est de l'eau souterraine, mais qui remonte à la surface. Puis dès qu'elle sort à la surface, on ne peut plus dire que c'est de l'eau souterraine. Parce que là, elle est vulnérable à d'éventuels contaminants atmosphériques. On va y revenir. Bon. Si on regarde rapidement l'utilisation, donc on a dit 66%, on a 21% de réseaux municipaux pour l'eau souterraine et 13% de puits individuels. Je pense que ça vous concerne la majorité d'ici. Vous avez probablement tous un puits parce que vous n'avez pas un puits qui alimente l'ensemble des résidents. Chaque résident a son puits. Donc ça rentre dans la catégorie des puits individuels. Ça, c'est ce qu'on a pu recenser. Et comme il n'y a pas réellement de registre, mis à part une déclaration volontaire auprès de la municipalité. Et souvent, si vous avez fait affaire avec un foreur qui est venu creuser votre puits, on parle abusément de puits artésien, mais en tout cas, là, lui, il envoie quelque chose au ministère de l'Environnement. Donc là, on a quand même accès à ça, mais c'est même pas la moitié de ce qui existe réellement. Parce qu'il n'y a pas de législation qui encadre les puits individuels. Vous allez chez Canadian Tire, BMR, en tout cas votre quincaillerie préférée, vous achetez un tuyau de Carlon, une crépine au bout, on l'enfonce dans le sol et on pompe de l'eau. En France, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, la pression sur la ressource, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez besoin d'une autorisation pour le faire. Et il y a même une police de l'eau qui circule et qui vérifie que vous n'avez pas un puits non déclaré en arrière dans votre cour. Et si c'est le cas, vous payez une amende. Et c'est salé. Ce qui n'est pas le cas ici. On est chanceux, puis on va essayer de garder ce privilège. Je pense que c'est quand même un avantage, puis je pense que personne n'en abuse. Donc, on a un peu des statistiques, surtout l'évolution. On avait un premier portrait en 2022. Nous, notre équipe a complété un portrait en 2013 et on voit qu'il y a une augmentation dans les chiffres qui étaient accessibles. Donc, des puits individuels, on n'a pas le double, mais on a un tiers de plus.
Ici aussi, on a augmenté, puis les réseaux municipaux, évidemment, se sont étendus. Et ça, c'est principalement parce qu'en 99, peut-être que vous avez entendu parler de l'événement Walkerton, en Ontario, des gens qui sont décédés suite à une ingestion d'une eau qui n'était pas propre à la consommation. Et ça, le Québec a pris panique et a dit « Oups, il faut qu'on resserre nos normes de potabilité de l'eau. » Et là, les eaux de surface ne rentraient plus dans l'eau potable pour les municipalités. Fait qu'ils se sont tournés naturellement vers l'eau souterraine. Donc, en fait, c'est assez récent. C'est depuis 1999 qu'on voit les municipalités qui, une à une, vont toutes du côté de l'eau souterraine et installent des puits. Beaucoup moins cher d'entretien. Bon, comment ça fonctionne? Là, on rentre dans le vif du sujet. Mon introduction est finie. Elle était longue quand même un peu. Vous avez ici une surface de terrain avec un peu de végétaux et vous avez une eau de surface. Donc ça représente une rivière ou un lac. Et en fait, la petite ligne que vous voyez ici en pointillé, c'est ce qu'on va appeler la surface piézométrique ou le toit de la nappe souterraine. Donc quand vous êtes chez vous, vous creusez, vous avez du sable, et tout à coup, hop, je trouve de l'eau. Ben là, vous avez du sable, et tout à coup, hop, je trouve de l'eau. Donc en fait, c'est ce qu'on illustre schématiquement comme étant le toit de la nappe d'eau. On va y aller. Vous le savez, vous l'avez vu probablement quand vous étiez au primaire, et peut-être qu'on vous l'a rappelé, mais je pose cette question-là en examen à des étudiants de première année à l'université, j'ai 50% d'échecs. Alors là, ça c'est questionnable, parce que là, on va parler du cycle de l'eau. Puis je pense que vous connaissez tous le cycle de l'eau. C'est pas une blague. Et je leur dis, le pire, c'est que je leur montre exactement la même image que je vous montre, et je leur dis, ça va être à l'examen. Mais j'ai 50% d'échecs quand même. C'est vrai, hein? C'est vrai. Vous avez, et alors là, il y a une erreur. Alors moi, je corrige mes erreurs, mais celle-là, je ne l'ai pas corrigée. Ce n'est pas de l'évapotranspiration, c'est juste de l'évaporation. Quand on rajoute transpi, c'est comme nous, là, quand on transpire. Donc ça, c'est les plantes ou les humains. Mais là, ici, c'est de l'évaporation. On va y aller vite. Ensuite, on voyage, on peut faire précipiter l'eau. Une fois que l'eau est de nouveau sous forme liquide, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a une partie qui ruisselle en surface, et il y en a une autre qui s'infiltre, qui va venir recharger notre nappe d'eau, et ensuite boucler la boucle. J'ai vu des schémas, des images de cycle de l'eau qui datent d'il y a à peu près une trentaine d'années. Il n'y a rien ici. Le cycle de l'eau se limite à évaporation, évapotranspiration, précipitation, ruissellement. Et il boucle la boucle comme ça. Indispensable. Et vous remarquez aussi sur cette image ici que toutes les eaux souterraines, et c'est le cas pour toutes nos régions tempérées, sont connectées à nos eaux de surface. Ceux qui sont tout proches de la rivière ou du lac, si vous creusez un trou proche, je parle, le lac il est à peu près au bout de la Seine ici, si je creuse, votre niveau d'eau, c'est le niveau du lac. Vous en allez 10 mètres plus loin, vous creusez, vous êtes juste un petit peu plus haut parce qu'il faut une pente pour que l'eau s'écoule. Mais vous êtes connecté. C'est ce qui fait que s'il ne pleut pas au mois de juillet, il ne pleut pas au mois d'août, ben vos rivières, elles coulent encore. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je me posais tout le temps cette question. Je me disais, mais elle arrive d'où cette eau? Comment ça se fait que ça... Bon, il y a tout l'effet du bassin versant, mais ce que vous a montré tout à l'heure Mathieu, là, l'eau s'infiltre dans le bassin versant, puis met beaucoup de temps à arriver au cours d'eau, mais elle l'alimente continuellement. Donc, même s'il ne pleut plus, nos cours d'eau coulent parce que vous êtes alimenté par les eaux souterraines. L'autre chose à laquelle il faut penser, c'est si vous avez à un moment donné beaucoup de pluie. Puis là, j'entends souvent des gens dire « Ah, la rivière est sortie de son lit, puis elle a inondé, mais sur des centaines de mètres plus loin. » Sauf que si moi, je gonfle la nappe d'eau, je peux la faire remonter à la surface. Ce n'est pas l'eau de la rivière qui est sortie de son lit. C'est simplement que la nappe qui est connectée à la rivière, elle est remontée plus haut que la surface. Et là que vous inondez sur des grandes portions de territoire. Ça, c'est la manifestation la plus directe de l'interconnexion entre nos eaux souterraines et nos eaux de surface. Et c'est une composante importante du cycle de l'eau. Si on était dans une région aride et sèche, c'est l'inverse. C'est lorsque vous rajoutez de l'eau ici, qu'ici ça s'infiltre et que ça alimente la nappe d'eau. Mais c'est un autre sujet. Ici, on est vraiment directement connecté. On va avancer. Ce que ça revient à dire, c'est qu'à l'échelle d'un bassin versant, ce que vous a montré tout à l'heure Mathieu, vous avez le même exemple ici, la quantité d'eau qui tombe ici, c'est la même qui ressort ici, moins l'évapotranspiration. Une équation très très simple. Ce qui tombe du ciel égale
ce qui va sortir ici, ou plutôt ce qui tombe du ciel moins ce qui est pris par les plantes, c'est ce qui va sortir ici. On peut faire un bilan et calculer la quantité d'eau qu'on a à l'intérieur d'un bassin versant. Évidemment, comme l'a dit tout à l'heure, il y a un principe de poupée russe, vous en avez plusieurs comme ça, mais toujours est-il que vous avez une limite de partage des eaux. Si on reprend la pointe de Vauvert, tout à l'heure, il y a eu une question sur pourquoi on semble avoir 2 bassins versants. Vous avez 2 rivières. Cette rivière Mistassini est connectée aux eaux souterraines. La rivière Petite Péribonka, mais la Grosse Péribonka aussi, sont connectées aux eaux souterraines. Fait que d'un bord, on coule par là, de l'autre bord, on coule par là. Il faut se mettre une limite quelque part au milieu. Moi, je ne la connais pas, mais il y a une limite quelque part au milieu où l'écoulement est séparé en 2. Et ça devient ce qu'on appelle une limite de partage des eaux. Comme les limites de surface du bassin versant, on a des limites souterraines de partage des eaux. Ce que ça veut dire ici, c'est que si la goutte d'eau, elle tombe à gauche, elle va s'écouler dans cette direction. Si elle tombe à droite, elle va couler dans cette direction. Ce qu'on appelle une limite de partage des eaux. Mais remarquez bien, les limites de partage des eaux sont entre 2 cours d'eau, évidemment, puisque l'eau est alimentée d'un bord et de l'autre bord. Donc, probablement que ça explique qu'on a au moins 2 bassins versants, parce qu'on a des cours d'eau distincts qui, eux, sont alimentés par l'eau de surface et l'eau souterraine. Dernier point aussi, au niveau du cycle de l'eau, encore, on va voir juste en arrière, ouais. C'est la magie. Moi, j'ai travaillé en exploration minérale. Moi, j'ai travaillé à Bay James, au Nunavut, j'ai cherché de l'or, du plomb, du cuivre, du zinc. Des ressources qui mettent des millions et des millions d'années à se mettre en place sous terre, puis qu'on exploite en 30 ou 40 ans. Ici, vous avez quelque chose qui est annuel. Ça me réconforte beaucoup dans mon cœur de géologue, de travailler sur une ressource renouvelable. Et je dis souvent, et c'est vrai, à quelques litres près, qu'on a la même quantité d'eau depuis la formation de la Terre. On travaille en circuit fermé. L'atmosphère est à notre limite supérieure. Ça fait 4,5 milliards d'années qu'on recycle notre eau, soit sous forme liquide, soit sous forme vapeur, soit sous terre. Mais ça veut dire, si on revient à l'échelle du bassin versant, et qu'on a une gestion intégrée par bassin versant, qu'on connaît les volumes disponibles et la quantité qu'on peut prélever sans nuire à nos écosystèmes, etc., on va avoir de l'eau, nous, nos enfants, nos petits-enfants, et encore et encore et encore, jusqu'à dans les 4,5 prochains milliards d'années, puisque la Terre va exploser quand le Soleil va exploser. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça arrive dans 5 milliards d'années. Mais c'est les calculs qui sont faits. Mais en attendant, on aurait toujours de l'eau. Donc en fait, d'où l'importance de tenir compte de ces éléments-là, d'essayer d'évaluer des volumes. Il y a 2 systèmes, en fait, grossièrement, là, il y a 2 milieux qui peuvent laisser circuler l'eau. On peut y aller. C'est pour ça que ça rejoint la branche de la géologie aussi. Vous avez d'abord les sables et les graviers. Ce que vous avez sur l'ensemble de la pointe, un dépôt de sable en surface. Il y en a de différentes origines, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Donc l'eau, comment est-ce qu'elle circule ? Elle circule comme dans notre petit modèle que Laura Pierre va vous montrer tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés. Elle va circuler entre les grains qui sont connectés entre eux. C'est ce qu'on appelle la porosité, ça lui confère une perméabilité. Donc c'est la capacité du milieu à laisser circuler l'eau. Mais vous avez aussi, juste pour vous donner un profil, comment est-ce que ça marche, vous avez la zone, ce qu'on va appeler saturée. Là, vous êtes réellement dans la nappe. Ça, c'est de la frange capillaire. Vous allez voir, c'est un mélange d'eau et d'air. Quand vous creusez votre trou, avant d'arriver à vraiment l'eau qui se rajoute, au-dessus, il y a toujours une partie un peu humide. Ça, c'est ce qu'on appelle la frange capillaire qui est directement connectée à la nappe d'eau. Et ensuite, vous avez toute la partie qui est insaturée, non saturée. Ça, c'est notre protection pour ça. Plus on en a épais, plus quand l'eau va arriver à la nappe en s'infiltrant, plus elle va être propre et décontaminée. Ces filtres-là sont magiques. On faisait faire des expériences à des jeunes enfants. On leur faisait construire un filtre naturel. On allait chercher des gros grains, des plus petits grains, puis toujours plus petits. On met ça dans une bouteille à l'envers et on prend une eau qui est toute vaseuse, toute boiteuse, on la met dedans, mais quand elle sort au bout, elle est limpide. Bon, elle n'est pas dépourvue d'éléments pathogènes, ça prend plus de temps. Quand je parle de coliformes et compagnie, il faut juste qu'elle voyage plus longtemps dans le milieu, mais elle va se faire nettoyer de ça aussi. C'est vraiment des filtres naturels. Donc, en fait, un premier conflit d'usage, clair,
peut-être moins dans votre MRC que dans d'autres, l'exploitation des sables et des graviers sont directement en opposition, donc ça c'est mise en valeur des ressources naturelles, exploitation des sables et des graviers, sont directement en opposition avec la protection des nappes d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elles cohabitent les deux. D'un côté, on a besoin de créer de la richesse en exploitant ces sables et ces graviers. De l'autre côté, on a besoin de protéger de l'eau. Il faut trouver un compromis. Parce que le but de l'exploitation des sables et des graviers, c'est d'enlever la couche protectrice. Donc on se rapproche de plus en plus de la nappe. Et là, on amène la notion, puis on va y revenir tout à l'heure, on va leur mentionner, de vulnérabilité. Quand on veut calculer la vulnérabilité de la nappe d'eau à la contamination, on tient compte de l'épaisseur de cette zone-là. Et on tient compte donc de la distance entre la surface et la zone saturée. Ça s'applique pour les milieux granulaires. Donc vous avez ici un exemple, encore même chose, donc la zone vadose ou la zone insaturée, on arrive à la zone saturée, limite de partage des eaux souterraines, écoulement pour alimenter un cours d'eau de surface, écoulement probablement vers un autre cours d'eau de surface, et vous avez donc un puits qui vient prélever la nappe et qui crée à cet endroit une petite dépression dans le toit de la nappe, parce qu'en cherchant de l'eau, on rabat la nappe à ces endroits-là. On peut avancer. L'autre milieu qui contient de l'eau, là-dessus, la recherche est très, très active en ce moment parce que c'est un peu pour l'instant encore de la loterie. C'est les systèmes de roches, comme vous voyez ici, qui sont fracturés. Donc, vous avez déjà vu des massifs rocheux, vous avez vu qu'il y avait des craques à l'intérieur de ça, puis souvent, quand vous vous promenez le printemps, vous voyez qu'il y a de l'eau qui sort de là. L'hiver, il y a des glaçons même qui sont accrochés sur ces pans rocheux. Ça, c'est aussi une plomberie, quand ces fractures sont connectées entre elles, qui peuvent conduire l'eau. Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Félicien s'alimente en eau souterraine à partir de l'eau contenue dans du roc. Donc, quand vous voyez des granites, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'eau là-dedans. Et puis, si vous voyez un granit qui sort à un endroit puis qui disparaît complètement ailleurs, probablement que si de l'eau réussit à rentrer dans le granit-là, elle va voyager loin, loin, loin en dessous. Donc, en fait, ça devient votre zone de recharge. Et c'est là, probablement là, que l'eau serait la plus vulnérable. Ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour installer une super méga porcherie dans la zone de recharge. Évidemment, mais dans l'aménagement du territoire, c'est des éléments qui doivent être considérés. Sauf que ça ne fait pas longtemps qu'on a des cartes ou de la cartographie de nos ressources en eau. Ça date, pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, les dernières, en fait, les premières et les dernières, datent de 2013. Ça fait 10 ans. On peut avancer. Alors, vous avez ici là, les différents styles de nappes. Vous allez me dire, je n'avais pas prévu de vous faire travailler plus, mais je vais vous poser une question après. Dans quel contexte de nappe, à votre avis, vous êtes? Ce que vous avez ici, vous avez différents types de nappes. Vous avez ce qu'on appelle les nappes artésiennes, quand vous avez des puisatiers qui viennent et qui disent « je vais vous faire un puits artésien ». Le mot artésien veut dire que votre nappe d'eau est sous pression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche de remonter. Quand vous faites votre trou, là, elle peut remonter. Des fois, elle remonte même plus haut que le niveau du sol. Ça, c'est ce qu'on appelle un milieu, tu peux cliquer, une nappe captive, elle est bloquée par quelque chose qui ne laisse pas passer l'eau. À votre avis, quel matériel géologique, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ne laisserait pas passer l'eau? Bingo! Cette couche d'argile va distinguer une nappe captive d'une nappe qu'on va dire libre. Quand vous parlez de nappe phréatique, la nappe phréatique, c'est la nappe libre. Elle est directement en contact avec l'atmosphère. Quand vous savez les périodes de dépression, je ne parle pas des dépressions humaines, je parle des dépressions météorologiques. D'ailleurs, c'est très drôle ça, parce qu'une période de dépression, normalement, il fait beau soleil. Vous avez déjà entendu à météo. Ils disent on va connaître une période dépressionnaire. Ça veut dire que ça ramène le beau temps. Je ne sais pas, il aurait pu essayer d'ajuster le vocabulaire. Quand vous avez une période de dépression, donc ça veut dire que l'air est moins dense, les niveaux d'eau montent légèrement, naturellement. Et quand vous avez une période d'anticyclone, où là, l'air est plus dense, les nappes d'eau, elles diminuent légèrement. Donc elles sont vraiment, leur mouvement est contrôlé par l'atmosphère. Par contre, ici, pas du tout. Vous avez une couche, comme de l'argile, qui empêche la nappe de remonter plus haut, mais si je perçais un trou là, l'eau serait capable de remonter. À votre avis, laquelle est la plus vulnérable aux activités de surface?
La nappe phréatique, elle, parce qu'elle, faut traverser tout ça, mais après, vous avez une barrière. Alors, quand j'ai écrit ici, c'est un abus. Hein. Il n'y a aucun matériau qui sont parfaitement... Ceux qui ont déjà essayé d'éliminer une fuite, l'ont remarqué, l'eau, ça passe partout. Mais ça met beaucoup de temps. Puis comme ici, c'est beaucoup plus rapide, ben, ça va privilégier ça. Sauf que si on a de l'eau ici, il faut bien que l'eau, elle rentre quelque part. Alors probablement que ce dépôt de sable, il faut qu'il soit quelque part en surface, là où il n'y aura plus d'argile. Donc cette zone-là devient vulnérable pour lui. Mais lui est vulnérable à grandeur, lui est vulnérable juste à la zone de recharge. Encore faut-il trouver la zone de recharge. Oui? Est-ce qu'il y a une profondeur spécifique, cette couche d'argile? Ça varie de place en place. J'ai réussi à trouver quelques images pour ici. Je vais vous les montrer pour ici ce qu'on a comme information. Et ça varie, et ça, en fait, pour connaître si on a une nappe libre, une nappe confinée, un environnement qui va nous délimiter les deux, c'est l'histoire géologique de la région. Puis nous, ici, dans la région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a eu un événement, vous en avez probablement tous entendu parler, il y a 10 000 ans, on a eu une mer intérieure, la mer de la Flamme. La mer de la Flamme, elle déposait des argiles, partout, dans un grand bassin. Mais avant que la mer de la Flamme arrive et nous dépose nos argiles, on a eu une période glaciaire. Puis l'eau de fonte des glaciers nous a amené beaucoup de sable et de gravier. Fait qu'en fait, on a actuellement des réservoirs d'eau souterraine cachés par l'argile. On sait, il y en a qui en ont trouvé. Des recherches en eau, des consultants servent à trouver ce genre de réservoir, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore été trouvés. Petite question aussi. Oui. À Vauvert, on a des couches indurées. Oui. Puis ça se peut-tu qu'il y ait des surfaces vraiment importantes qui puissent reproduire un peu ce que l'argile peut faire? Clairement. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle la ferricroûte, où c'est un précipité de fer et de silice. Il n'y a pas encore d'entente à savoir c'est quoi les mécanismes qui les ont créés. Souvent, on parlait d'un battement de la nappe phréatique, justement. Donc, la nappe, des fois, elle est plus haute. En étant plus haute, elle peut dissoudre le fer qui est contenu dans nos sables et nos graviers, puis rebaisser. Donc là, après ça, on est de nouveau dans une zone aérée, précipité du fer. Puis le battement de la nappe faisait ça. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ce modèle. J'aime mieux le modèle d'infiltration. Et il marche assez bien sur toutes les régions où il y a des grands milieux humides, justement. Côte-Nord, c'est très impressionnant. Là, des fois, on peut avoir des bonnes épaisseurs, puis c'est très dur. Mais ça, c'est très peu poreux. Donc, ça fait effectivement le même effet. Ça peut protéger à certains endroits. Mais il ne faut pas l'enlever. Oui? Le tuf. Souvent, ici, dans le langage, il l'appelle le tuf, mais c'est une ferricroûte. Parce que tuf, nous, ça fait référence à une roche volcanique. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle, puis c'est correct. C'est une couche très dure. Et plutôt imperméable. Mais elle n'est pas continue nécessairement partout. Des fois, tu peux penser que c'est comme le roc quand tu sautes. Oui, définitivement. Mais il faut faire attention parce que justement, vous pouvez vous dire que ça peut être une couche protectrice. Si elle est défoncée par n'importe quelle machinerie, quelqu'un qui creuse, ben là, tout à coup, hop, on vient d'enlever une couche protectrice. Donc, ça m'amène sur la notion justement de vulnérabilité. Tu peux mettre l'image au complet. Je ne discuterai pas de cette image, mais c'est tout ce que je viens de radoter est un peu mis en contexte ici, avec ici, en gris, des environnements où l'eau ne circule pas ou peu. Et à l'intérieur, donc, les fameuses veines d'eau, éventuellement, ou quelque chose. Ici, on a un environnement qui est constitué de sable et de gravier pris à l'intérieur de ces couches imperméables. Puis vous voyez que là, ici, on est protégé des activités de surface. Par contre, il faut bien que l'eau rentre quelque part. Et ça marche aussi pour le socle rocheux. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a un socle rocheux qui peut être d'origine sédimentaire ou un socle rocheux qui peut être d'origine cristallin, comme les granites. Donc, c'est simplement pour remettre en question ou en perspective l'effet de la zone de recharge qui est plus vulnérable et des nappes d'eau de surface, ici, qui sont plus vulnérables à d'éventuels contaminants. Alors, des contaminants, il y en a pour les fous, les fins. Il faut juste les catégoriser. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. Regarde, on avance. Donc, vous comprenez l'importance de la sous-surface par rapport à ce qu'on voit à la surface. Tout se passe, en fait, pour comprendre la dynamique des eaux souterraines, sous terre. Sauf que comment accédons-nous à cette information sous terre?
Ça a été un des rôles de notre groupe de recherche à un moment donné, c'est de rendre accessible. Donc ces données-là sont déposées dans chacune de vos MRC. Ce que je vous montre rapidement ici sont déposées dans chacune de vos MRC. Vous pouvez y accéder et nous, on est là pour aider, dans le fond, à consulter ces infos. Donc, là, je vous le montre régionalement. Ici, vous avez notre interface dans laquelle on travaille. Vous avez toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce que vous voyez en jaune, c'est les sables de surface. Et ce que vous voyez en bleu, c'est l'argile qui est en dessous des sables de surface. Okay? Ou qui soit est à la surface, comme la plaine de Péribonka. Okay? De l'autre côté de la petite Péribonka, c'est quasiment rien que de l'argile. De votre côté, de la petite Péribonka, c'est quasiment rien que du sable. Mais de l'autre bord, vous avez de l'argile. Donc, vous avez le bleu et le jaune. Donc là, ici, idem, vous avez là où l'argile affleure. Et ce qui est en vert, c'est le socle rocheux ou un dépôt de sable par-dessus le socle rocheux assez mince. Ça, c'est tous les forages qu'on a réussi à recenser. Ça, c'est tous les trous qui ont été percés dans le sol du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a recensés. Il y en a plus que ça. Jusqu'à quelle profondeur il y a ces trous-là? Il y en a qui sont, j'en ai vu, à 400 pieds. Ils ne sont pas tous juste dans le sable, il y en a qui sont 400 pieds dans le socle rocheux. Mais ça, c'est ce qu'on a réussi à recenser. Et c'est pour ça qu'on se distingue des autres régions, c'est qu'en 2013, quand on a eu fini, puis qu'on a livré, parce qu'on avait eu de l'argent du gouvernement, et qu'on leur a livré ça, on leur a dit, pendant qu'on se parle, il y en a qui font encore des trous. Fait que si on dépose la base de données comme ça, puis qu'on la donne, dans 10 ans, elle n'est même plus bonne. Elle sera bonne, mais le portrait d'il y a 10 ans. Donc nous, c'est un peu notre mandat de continuer à recenser ces informations pour tout le temps mettre ça à jour. Mais je vous donne un exemple. On prend un exemple, on en sélectionne un, pris au hasard, et en fait, vous avez après plein d'informations qu'on a rattachées à ce point. Je ne veux pas rentrer dans le détail, sauf un. Vous avez ici 3 couches pour ce forage, puis tu peux y aller, à l'heure à pierre, là c'est dynamique. Vous avez donc, sur les 18 premiers mètres, du sable. À cet endroit-là, vas-y, continue. Ensuite, vous avez pour un autre 18 mètres, donc on est à 36 mètres total, un autre 18 mètres de l'argile, et après on est dans le socle rocheux, et le socle rocheux, ils se sont amusés à le forer pendant 13 mètres. Donc vous avez un puits à peu près 18, 30, plus 13, à peu près 50 mètres de profond au total, dont le premier 20 mètres c'est du sable, et là tout à coup, l'information de sous-surface, là on est capable de faire quelque chose avec. Et donc, en fait, ça a été un peu notre travail, tu peux avancer, de commencer à essayer de faire parler cette information de sous-surface. Donc, ce que vous avez ici, puis qui est tout à fait disponible aussi, c'est une carte d'épaisseur des dépôts par-dessus le socle rocheux. Et vous pouvez voir qu'à des endroits, on a plus de 100 mètres de mélange. Donc, en fait, ce que vous regardez ici sur la carte, c'est cette partie-là, avant d'arriver au gris qui est là, qui est le socle rocheux, l'épaisseur de sable ou d'argile, ou de sable et d'argile, qu'on a par-dessus le socle rocheux. Puis vous voyez qu'à des endroits, là, et ici, vous êtes dans les coins où il y a jusqu'à 100 mètres de mélange de sable, d'argile. On ne sait pas ce qu'il y a, mais on sait qu'il y a, en fait, on le saurait avec des forages, mais que c'est très, très creux. Ici, on descend, en fait, je sais, j'ai regardé un forage il n'y a pas longtemps, ici, 180 mètres. En pied, ça nous fait 500 pieds, à peu près, de l'ordre de 500 pieds avant de toucher au dur, là, au socle rocheux. On va continuer. Donc ça, c'est les épaisseurs de dépôt dans lesquelles on peut retrouver des nappes d'eau, évidemment, en plus du socle rocheux. Ouais. Donc là, on a essayé d'interpréter. Vous avez un petit bloc, je vous demande de regarder que le petit bloc qui est ici. C'est un peu... La première fois qu'on le voit, c'est pour tout le monde, c'est un peu plus dur à conceptualiser. C'est juste que vous avez la surface ici, et là, vous voyez que vous avez justement un environnement sableux caché par une forte épaisseur d'argile. Donc ça devient un aquifère confiné, une nappe confinée, et par-dessus, vous avez des patchs de sable, comme ce que vous pouvez avoir ici, avec l'argile. Donc en fait, on a projeté cette information qu'on a ici sous terre, on l'a projetée en surface. Puis c'est ce que vous voyez ici. Donc quand les couleurs sont claires, très claires, là, c'est qu'on a identifié à partir des forages du sable sous l'argile. Regardez ici, ça c'est ce qui est en foncé, là, c'est ce qui est à la surface, ça c'est tout ce qui est à la sous-surface. Alors, il y en a ici, ici le problème, vous allez le voir sur la prochaine, je crois que j'en ai mis une, on n'a pas de forage.
On n'en a quasiment pas. On ne le sait pas ce que vous avez en dessous de l'argile. C'est quasiment un no man's land à cause du milieu humide, à cause de... Puis les puits, puis plusieurs d'entre vous avaient des puits individuels que vous avez fait vous-même, j'imagine, ou en tout cas... Et ça, donc on n'a pas cette information stratigraphique. Mais toujours est-il que si vous prenez un réservoir qui, lui, actuellement, cette longueur-là, n'était pas du tout connu à partir de la surface, j'ai une échelle ici, ça fait à peu près 20 km, fait que mettez 40 km de long sur à peu près 200 mètres de large, qui pourrait avoir 10 mètres d'épais, mettez de l'eau là-dedans, vous avez plus qu'une piscine olympique. Il y a de l'eau. Bon, actuellement, si on prend... Alors, on n'est pas les premiers à l'avoir trouvé, celui-là, ça c'est clair, parce que si vous mettez les puits de Sainte-Monique, Saint-Augustin, et vous allez en mettre plusieurs là-dedans. Il y a plusieurs puits qui pompent déjà dans cette grande structure. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas pompés, puis qui sont assez clairs, et qui sont sur le territoire de Maria-Chapdelaine. Puis je dirais que ça devrait devenir des cibles prioritaires de protection. Au cas où il y aurait de l'eau dedans, plus tard, si on en a besoin, on va y aller. C'est ça. Ça, c'est tout disponible gratuitement aussi par le comité Arimo. Là. Si vous cliquez sur le lien ici, vous avez accès à toutes ces cartes. Vous pouvez les télécharger en format PDF, incluant les atlas. On va avancer. Alors, pour ce qui est du secteur de Vauvert, j'ai juste prélevé ça rapidement. On a fait un petit projet. M. Murray était impliqué dans le projet ici sur la pointe à Langevin. Juste regarder rapidement, tu peux avancer. On avait fait un projet en 2000. Le premier, c'était plus en 2012. On a fait un forage sur la route de Vauvert, à peu près au milieu, pas très très loin des tourbières. On a fait un forage sur les territoires de la MRC, territoire de la Couronne. On voulait voir, c'est le seul forage d'ailleurs, pour lequel on a une information directe. Et en fait, ce qu'on observe, vas-y, avance, c'est qu'on a 22 mètres de sable, ça veut dire à peu près 60 pieds de sable à cet endroit-là. On est ici, pile au milieu, à peu près vers ici, je crois, par là, exactement là. Donc, nous, on est quelque part par ici, là, en ce moment, c'est ça? Ouais. Donc, on est ici. On a à peu près 60 pieds de sable. Après ça, on a à peu près un autre 60 pieds d'argile. Mais en dessous, on a trouvé 12 mètres de gravier. Est-ce que ce gravier continue sur des grandes surfaces? Est-ce qu'il est limité à un espace? On ne le sait pas. Mais est-ce qu'il est totalement perméable? Est-ce qu'il n'est pas perméable? Mais on sait qu'on a intercepté un horizon de 12 mètres de gravier. Ensuite, et ça a été la grande surprise, on a 180, c'est ça, 6 x 3, 180 pieds de calcaire, de roches sédimentaires. Ça, c'est les roches qui contiennent des fossiles. Si vous allez à des endroits, on l'utilise souvent pour l'enrochement, Chambord, Desbiens, plutôt au sud, ici, je ne sais pas. Probablement qu'à Péribonka aussi, c'est de l'enrochement. C'est des roches, c'est pas des roches comme des granites, elles ne sont pas roses, elles sont comme grises, brunes. Ici, vous en avez 180 pieds. Et si vous regardiez les cartes géologiques d'avant ce forage, toute la portion nord du lac, incluant votre pointe de Vauvert, il n'y avait que du granit, il n'y avait pas de calcaire. Donc là, on a corrigé les cartes du ministère avec ce forage. Ensuite, on arrive à ce qu'on appelle le roc cristallin, donc le granit. Oui. Non, là, je suis là pour ça. J'ai regardé un peu là, tous tes modèles avec toutes tes disponibilités d'eau. Tu parlais de la mer de la Flamme tantôt. Est-ce que l'information a été superposée par rapport à toute l'information qui a été colligée? On voit qu'il y a vraiment une relation entre l'ancienne mer et... Oui. Oui, clairement. On a même défini les limites maximales de cette mer-là. Okay. On a porté beaucoup d'attention là-dessus parce que, pour moi, c'est un élément extrêmement important qui va permettre de distinguer ce qu'il y a au-dessus de ce qu'il y a en dessous. Donc, les sables qui sont au-dessus sont postérieurs à l'événement de la mer de la Flamme. Donc, ça devient un marqueur temporel pour moi. Donc, c'est important. On peut s'imaginer qu'il y aurait peut-être des gaz de shale à cause des roches sédimentaires? On peut faire plus que l'imaginer. On sait qu'il y en a eu. Moi, j'ai recensé des puits, mais qui datent des années 70, mais qui sont plus dans le sud, qui étaient des puits d'exploration pour le gaz et le pétrole. Et ils en ont trouvé. Fait que c'est pas une rumeur que des fois ils disent qu'il y a peut-être de l'exploration qui avait... Il y en a eu. Okay. Là, actuellement, je pense que la conclusion de ces études-là, après ça, quand il y en a eu une, des fois, il y en a qui se réveillent avec les technologies plus tard et ils disent on va en refaire une deuxième. Ça, moi, je ne sais pas. Mais c'est ça, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles. Mais
ils sont arrivés à la conclusion qu'il y en avait, mais pas en quantité suffisante pour devenir économique. Mais il y en a. Okay. Et quand on perce la couche de roc sédimentaire, d'ailleurs ici, il faudrait lire le détail, mais il y a un horizon de shale capable de contenir ces hydrocarbures ou de les bloquer. Quand on les perce, ça devient une source de contamination pour la nappe d'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un moratoire actuellement dans tout le secteur de Trois-Rivières et qu'il n'y a plus d'exploration pour les gaz ou le pétrole parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas capables d'anticiper l'effet que ça va avoir sur les nappes d'eau. Puis Trois-Rivières, c'est 300 000 habitants alimentés juste en eau souterraine. C'est des gros volumes d'eau. Donc eux, ils ne veulent pas contaminer leurs puits. On avait fait un projet de fin d'études en 2012, toujours sur cette pointe. On a fait des levées indirectes. Donc là, on a juste enfoncé une pointe, les mêmes qu'on avait fait, qu'on a fait sur la pointe à Langevin, juste pour avoir de l'information. Et on a des informations à peu près similaires. 25 mètres, donc 60 pieds de sable, avant d'arriver à l'argile. Le problème, c'est que mécaniquement, on ne pouvait pas descendre plus bas que ça. Mais vous voyez surtout que toutes les couches sont légèrement pentées vers le cœur du lac Saint-Jean. Donc vous voyez ici, vous avez une direction qui va probablement, pas juste probablement, comme si ici vous avez un niveau imperméable, si je mets un plan incliné et que je fais couler de l'eau dessus, l'eau va suivre le plan incliné. Donc là, ici, vous avez quelque chose qui va favoriser un écoulement d'ici vers le lac Saint-Jean et qui justifie d'autant plus que nos nappes d'eau soient connectées avec le lac Saint-Jean. Comment on explique ces pentes? C'est simplement que le point le plus bas de tout le territoire ici, c'est le fond du lac. Sinon, il n'y aurait pas de lac. L'eau va toujours au point le plus bas. C'était la même chose quand les sédiments se sont mis en place. Ils ont tous rempli la cuvette du lac Saint-Jean. Donc en fait, si on est d'un autre côté du lac, par exemple à l'est du lac Saint-Jean, il y a des chances qu'on pente vers l'ouest. Mais quand on est à l'ouest du lac Saint-Jean, on pente vers le cœur du bassin. C'est une grosse cuvette qui est pleine de sédiments. Donc ici, les couches nous disaient qu'on allait à peu près dans cette direction-là. Tu peux y aller, Laura Pierre? Donc ça, c'est la carte géologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme je vous le disais, ici, vous avez la pointe de Vauvert. Ça, vous regardez les cartes d'avant 2013, 2012. Ici, vous aviez la même chose qu'ici, du rose, du vert, mais vous n'aviez pas de bleu qui correspond à ces roches sédimentaires. Et en fait, probablement que toute la cuvette du lac Saint-Jean s'est remplie de ces roches sédimentaires. Sédimentaires parce qu'elles ont 500 millions d'années, 450. Elles ont 1 milliard d'années. Elles font partie du bouclier canadien. C'est les roches les plus jeunes du bouclier canadien. Toujours dans la construction géologique de la pointe de Vauvert, je trouvais intéressant de vous présenter ça. C'est une équipe de chercheurs majoritairement français qui ont travaillé au lac. Bizarrement, c'est parmi les seuls qui ont travaillé ici, où vous avez justement la mer de la Flamme. Et là, vous avez à peu près l'extension de la mer de la Flamme. Donc tout ça, là, vous reconnaissez les portions de territoire. On est haut sur le territoire. Là. On est probablement dans le coin de la route de Chute des Passes. En tout cas, tout ça est sous l'eau. Là. Tout le secteur d'Olbeau, Albanel, tout ça est complètement sous l'eau de la mer. Et vous avez eu à un moment le Paléo-Lac-Saint-Jean. C'est un événement important, c'est que la mer s'est retirée. Je ne rentre pas dans les détails pour des raisons géologiques. La mer n'est plus là. Puis j'aime bien dire aussi que c'est grâce à la mer qu'on a les Wananiche. Si on n'avait pas eu cette mer, on n'aurait jamais eu de Wananiche. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs à Wananiche. Moi, je trouve que c'est un beau poisson à pêcher. C'est pour ça d'ailleurs qu'en anglais, ils appellent ça le land-locked salmon, le saumon piégé dans les terres. Parce que lui, il est arrivé à Wananiche avec la mer, mais la mer s'est retirée, puis lui, il a dû muter pour devenir un saumon d'eau douce. Mais c'était cette mer qui était à l'origine. Puis à un moment donné, vous avez ici ce qu'on appelle le seuil de Kenogami, mais dans le secteur Alma et Berville, là, quand vous allez vers Chicoutimi, à un moment donné, vous avez des montagnes tout le tour, puis vous voyez vraiment la route, on était obligé de dynamiter le roc. À cette partie-là, on est venu couper la mer en deux, et ça a créé un lac qui était beaucoup plus large, beaucoup plus grand qu'on avait avant. Si tu cliques, ça, pour vous dire une idée à peu près temporelle, la période marine, au plus tard 10 500, donc 10 500 ans, et la période du lac, elle est fixée à peu près à 8 500 ans. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu pendant à peu près 2000 ans, il y a eu ici, donc là, ici, on était sous l'eau du lac
du paléo-lac Saint-Jean. Et on distingue le lac de la mer juste par la salinité de l'eau. On peut avancer. C'est ce qui explique que c'est pas loin d'ici, mais plus haut, à peu près à 120 mètres d'altitude, il y a un pic de sable qui est en exploitation. Bon, on s'en va le long de la rivière Mistassini vers Dolbeau. Là. Ils sont en train d'exploiter les sables et les graviers. Puis c'est un immense édifice, il doit y avoir 20-30 mètres de sable. Je n'ai pas mis de photo, mais on était allé le visiter. Et ça, probablement, c'était la rivière Mistassini qui se jetait dans le lac, quand le lac était à son maximum. Et quand une rivière se jette dans une mer ou dans un lac, ben, elle dépose des sables. Donc ici, je vais faire un zoom sur cette portion-là. Donc ça, c'est des indicateurs géomorphologiques. Vous voyez ici, on ne voit pas très très bien à cause de la qualité du truc, mais vous voyez des petites lignes, je ne sais pas si vous les percevez. Sinon, sur mon écran d'ordinateur, vous les voyez ici. Vous pourrez regarder sur l'écran, mais est-ce que vous les voyez un peu, ces petites lignes? C'est discret, là, c'est très parallèle. Mais en fait, ça, c'est au moment où le lac a pris sa place actuelle, ben, il a formé des bourrelets de plage. C'était littéralement toutes les plages successives, les unes après les autres. Si vous ouvrez Forêt ouverte, vous allez regarder les cartes Google Earth, Google Maps, vous allez très très bien le voir avec le relief. Vous allez voir, ben ça c'est donc le niveau du lac qui baisse. Puis c'est ce qu'on appelle des crêtes littorales. Puis on voit différentes choses encore qui ne sont pas nécessairement très très bien expliquées. Mais on sait, parce qu'il y a eu de la modélisation sur les principaux courants de vent, quand moi je vois quelque chose comme ça le long d'un littoral, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Actuellement, il y a un déséquilibre clair, parce qu'ici, vous voyez que la ligne littorale est en train de reculer. Ça veut dire que vous avez de l'érosion qui est active ici pour faire cette forme-là. Probablement un réajustement. On sait que depuis 1930, il y a aussi eu le barrage d'Ilmaligne, qui peut avoir certaines incidences sur le niveau d'eau. Et puis évidemment, on sait qu'il y a, puis ça on l'avait vu sur la plage, on avait passé un petit moment ensemble avec M. Murray, là, il y avait des dérives de sable, donc les bancs de sable qui se déplacent vers, au sens inverse du courant, et c'est tout à fait logique en fait avec les directions de vent principaux. Mais il demeure que ce que vous voyez ici, principalement, c'est des sédiments, tout le sable qu'on a, qui sont majoritairement d'origine lacustre de l'ancien lac Saint-Jean. On peut avancer. Si on revient un peu aux eaux souterraines, ça nous a permis de compiler cette information-là et de le présenter. Nous, actuellement, on est quelque part ici. Donc, on a une épaisseur de sable. Sur une épaisseur d'argile, on peut se questionner sur l'existence de sable et de gravier, mais pour sûr, en dessous, on a du roc calcaire sur des bonnes épaisseurs avant d'arriver au roc cristallin. Au point de vue hydrogéologique, ce que ça peut avoir comme implication, ici, on peut avoir une source d'eau pas de très bonne qualité. Je crois que Racine-sur-le-Lac a déjà frappé une eau salée. Peut-être que je me trompe, mais il me semblait avoir vu ça. On retrouve parfois dans ces structures géologiques-là de l'eau salée, mais des fois on en trouve de la très bonne. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'eau qui circule dans le socle rocheux, c'est un peu un coup de dé. Puis la raison pour laquelle on a très peu d'informations ici, c'est qu'avant d'atteindre ça, il faut traverser quasiment 120 mètres, donc quasiment 300 pieds de sédiments. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un puits avec un pusatier? Il y en a personne qui a de puits de pusatier ici? Il charge au pied. Il charge au pied, ça veut dire qu'avant d'atteindre cette structure-là, ben, ça va vous coûter très très cher. C'est pour ça que les gens sont mieux d'aller chercher cette eau-là, ce qui est tout à fait logique. Sauf qu'au niveau de la vulnérabilité, tout ce qui peut se produire sur le territoire peut éventuellement avoir un impact sur ce dépôt de sable. On va continuer à avancer. D'où la carte de vulnérabilité, tu peux mettre la prochaine. Simplement vous dire que cette vulnérabilité, ça on l'a calculé pour tout le territoire. Donc si on regarde un point, nous, notre précision est de 250 mètres par 250 mètres. Donc c'est très vaste, hein, c'est une carte régionale. Ce que vous voyez en rouge, en fait, vas-y tu peux cliquer, c'est la vulnérabilité encore une fois, c'est la vulnérabilité élevée. Donc évidemment partout où on retrouve du sable en surface, c'est ce qu'on va appeler quelque chose de vulnérable. Et là, je vais écrire quelque chose que je n'ai pas dans ma présentation, puis c'est bien, parce que j'avais dit un tableau, ça allait m'être utile, je ne savais pas. C'est que quand vous voulez quantifier le risque de contamination, comment on le calcule? Ça nous prend deux composantes principales, la vulnérabilité, qu'on multiplie, quand on arrive à la quantifier, aux aléas.
Et là, Wald doit se dire, il va encore nous répéter sa salade sur les vulnérabilités. Mais pour moi, c'est hyper important de retenir, de le savoir, ça. La vulnérabilité, c'est une composante du risque. Et ici, dans ce cas-là, des eaux souterraines, on va parler du risque de contamination. OK? Ce qu'on ne veut pas, c'est contaminer notre eau. On va même mettre un S parce que des sources, il y en a beaucoup. Et pour quantifier le risque de contamination, il faut tenir compte de la vulnérabilité, mais ce n'est pas assez. Il faut tenir compte de ce qu'on appelle l'aléa. Et l'aléa, c'est une question de fréquence. Est-ce qu'il y a des activités potentiellement polluantes sur le territoire? Et si oui, est-ce qu'elles sont présentes 24 heures sur 24 ou juste à certains moments de l'année? Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est si vous avez un banc de sable. La route de Vauvert, c'est un super exemple. Vous avez du sable à gauche, à droite. Roulez sur cette route-là. S'il n'y a rien que des automobilistes ou des vélos qui roulent sur cette route, la vulnérabilité, elle est grande, parce que c'est du sable, perméable en surface, mais l'aléa, il est très très faible. Vous roulez en vélo dessus. Ouais, en tout cas, à moins que, je ne sais pas, non, il n'y a rien, à moins que la chaîne de vélo tombe un peu, bref. Par contre, si cette route est empruntée par un camion de produits chimiques, et que ce camion, il fait la route une fois par année, alors on augmente un petit peu l'aléa. Mais s'il fait la route tous les jours, dans un sens et dans l'autre sens, tout le temps plein, là, l'aléa, il monte beaucoup, et là, le risque, il augmente. Mais ça prend les deux composants. Et il y en a une troisième, une composante qui est oubliée presque tout le temps. Le dernier, c'est les... Oups, j'écris très mal, mais c'est les enjeux. En fait, ça, c'est vous. C'est à quel point vous tenez à votre eau. Il y a un avocat, à un moment donné, dans un truc de conflit d'usage, il m'avait appelé pour avoir justement des explications là-dessus. Et en plein comité, il m'a mis dans une situation extrêmement embarrassante. Il m'a dit, mais jusqu'à quelle quantité d'essence dans l'eau, quelle quantité d'essence dans l'eau peut-on mettre avant qu'on dise que l'eau est contaminée? J'aurais de la difficulté à répondre à ta question. J'aurais dit, ben, je ne sais pas. Et après ça, je réfléchissais, je me disais, en fait, c'est lui-là. Et j'aurais dû lui répondre, même s'il y a une quantité d'essence dans l'eau qui fait qu'elle est bonne à boire, qu'elle n'est pas contaminée, est-ce que tu la boirais? Et ça, c'est notre résilience à nous, à accepter les aléas, même s'ils sont très faibles, ou à accepter que la vulnérabilité, ou sachant que c'est vulnérable, jusqu'où on est prêt à aller. Qu'est-ce qui est le plus important? Puis là, dans l'ère des changements climatiques, l'environnement prend de plus en plus de place. Avant, c'était l'économie. Donc on était prêt, et puis c'était important. Et je pense que les deux sont encore... Mais là, on dirait qu'il y a un retour de balancier. Je vous donne un exemple criant par rapport à ça. En Europe, on sait qu'on a un potentiel minéral. On sait qu'on a des sulfures massifs qui contiennent du plomb, du zinc, on a plein de choses. Si vous arrivez avec un panneau et vous dites « je vais construire une mine ici », c'est la mort. L'environnement est trop puissant. Ils vont arriver, ils vont dire « tu n'as pas le droit de faire ça, c'est interdit, tu ne fais pas ça, jamais vous allez exploiter ça ». Mais étrangement, là, récemment, j'ai su qu'il allait ouvrir une première mine de lithium, qui est aussi dommageable pour l'environnement que toutes les autres mines, les mines d'or, les mines de plomb. Mais pourquoi tout à coup le lithium, ça a l'air de moins déranger, puis on est presque prêt à ouvrir une mine comme ça? Ah ben parce que la transition énergétique, parce que si... C'est ce qu'on est prêt à faire pour protéger ou pour développer ou pour mettre en valeur. Donc ça, pour moi, c'est des notions vraiment importantes. Donc la vulnérabilité, souvent quand on présentait cette carte à des gens, là, c'était la panique, mais c'est une composante. Il faut juste prendre conscience qu'on est dans un environnement vulnérable, mais après ça, il y a d'autres choses à régler avant et à quantifier avant. Et d'ailleurs, les organismes de bassin versant ont fait un très gros travail pour quantifier les activités potentiellement polluantes, dépendamment des différents bassins versants. Donc, il y a déjà de la donnée qui existe, du recensement, si je ne me trompe pas, Mathieu. En lien avec leur potentiel de contaminer l'eau. Une usine pétrochimique, une super méga porcherie, etc., on le sait tout de suite. Oui, l'agriculture, ça dépend. Si vous avez une agriculture bio, le type d'agriculture aussi, ce n'est pas tout à fait le même aléa. En tout cas, ça existe. On va avancer. Ouais, j'ai mis ça pour vous le regarderez. C'est la manière de quantifier
la vulnérabilité. Et entre autres, dedans, vous voyez que la profondeur de la nappe, donc la zone vadose, l'épaisseur de la zone vadose est importante. Mais il y a d'autres critères drastiques. C'est 1, 2, 7 critères, en fait, pour quantifier. Donc, il a fallu qu'on identifie chacun de ces paramètres. Ça, on peut avancer. Bon. En résumé, et c'est quasiment fini, je ne vous garderai pas plus longtemps, vous comprenez que l'hydrogéologie, puis vous voyez d'où ça vient, c'est séparé en deux. L'hydro, vas-y Laura Pierre, fais-moi tout apparaître, c'est ça. C'est l'eau, de manière générale, ça veut dire les quantités, les volumes, la qualité, la chimie de l'eau, on n'en a pas beaucoup parlé, j'ai quelques diapositives après, puis c'est fini. Écoulement, et donc les directions dans lesquelles cette eau va s'écouler. Jusqu'à maintenant, je vous ai principalement parlé de la géologie. La géologie, c'est beaucoup en lien avec la vulnérabilité. Donc quand on parle de géologie, c'est-tu du roc ou du granulaire? C'est-tu des bosses, des creux, etc. Et c'est quoi leur propriété hydraulique pour les écoulements? Tu peux y aller. Mais les deux sont intimement liés, évidemment, tous ensemble pour faire cette science qu'on appelle l'hydrogéologie ou la discipline des eaux souterraines. En termes de piézométrie, on a produit des cartes aussi piézométriques à l'échelle régionale, puis vous voyez qu'il y a un écoulement général, on en a discuté jusqu'à maintenant, des hautes terres vers le lac Saint-Jean, puis j'ai fait un petit zoom dessus. Donc ça explique le toit de la nappe piézométrique, on va passer rapidement, ce n'est pas nécessaire, mais vous avez ici un zoom sur cette partie, puis si tu cliques, je me suis amusé à tracer les lignes d'écoulement et on voit clairement qu'on a une limite de partage des eaux. Où elle est, on ne sait pas. Mais clairement, d'après les cartes piézométriques qu'on a produites, l'eau de ce côté-ci coule vers le lac, l'eau de ce côté-ci coule vers la rivière Mistassini. Puis j'irai plus loin, c'est que ce secteur-là, pour l'avoir fait un petit peu en bateau, on est rentré dans la rivière en bateau, puis on a vu que c'était des immenses dépôts de sable qui sont de ce côté-ci de la petite Périmonca. L'eau va s'écouler vers la petite Périmonca, donc on pourrait rajouter des lignes comme ça. Donc on a vraiment différents systèmes d'écoulement. Et ce n'est pas un grand système. Après, il doit pouvoir se séparer. La cartographie probablement nous aiderait. Mais encore que pour avoir l'information sur les hauteurs d'eau, il faut planter des trous. Ou développer des outils non invasifs comme on a en géophysique. Les écoulements qu'on regarde, qui vous intéressent pour la nappe libre, c'est ceux qui sont en ligne bleue. Ils sont de subsurface. Très, très rapides. On parle de jours ou de semaines. Entre le moment où il y a la pluie et le moment où l'eau s'écoule jusqu'au lac, ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. Mais c'est souvent assez rapide dans la surface. Mais on sait qu'on a des écoulements qui peuvent durer des millions d'années, qui vont s'écouler beaucoup plus profondément et qui vont quand même finir un jour par prendre résurgence dans les points bas. On va aller à la prochaine. Si vous ne me croyez pas, voici cette coupure du journal qui date de 2016. Et l'eau la plus vieille du monde a été découverte en Ontario et elle a 2 milliards d'années. Oui? Est-ce qu'il a avec le sol gelé? Qu'est-ce qui se passe avec le renouvellement des eaux souterraines? C'est une excellente question. Parce qu'en fait, on a souvent pris pour acquis... En fait, il n'y a pas de renouvellement, mais on fait les écoulements de l'été. La nappe est encore là. D'ailleurs, c'est une source de chaleur, la nappe d'eau, parce que l'eau est à peu près à la même température tout au long de l'année. Si vous l'avez à 6 degrés pendant l'été, les nappes libres, des fois, c'est plus variable un peu. Mais en manière générale, 6 degrés l'été, 6 degrés l'hiver. Quand c'est gelé, moi, je partais toujours du principe que quand on gèle, on n'a plus de recharge. Par contre, il y a un moment donné, ce gel arrête, à moins d'être dans les pays où il y a plus dans le nord, mais ce gel arrête. Puis cette glace, ici, peut contribuer encore à des écoulements. Ils vont fondre à un moment donné, il y a un espace libre d'eau entre la glace. Mais surtout, ce que j'ai su par un agronome, puis là, d'ailleurs, on est en train d'installer à la Bleuetière d'enseignement et de recherche des sondes dans le sol, c'est que finalement, la glace, elle n'est pas partout. Le sol ne gèle pas nécessairement partout comme on le pense. Il y a des endroits, en fait, le sol est à plus que 0 degré. Et donc ça, c'est encore des zones ouvertes. Donc si vous avez à un moment donné un réchauffement, comme on connaît de plus en plus au mois de décembre, au mois de janvier, où il pleut, ben là, on peut encore continuer à recharger les nappes. Mais c'est effectivement une bonne question. Puis, comme dit, c'est au goût du jour parce qu'on essaye de comprendre un peu plus la recharge pendant les périodes hivernales. Mais vous voyez, donc jusqu'à 2 milliards d'années pour des eaux très, très profondes. Et là, on va aller à la prochaine et ça va me permettre d'enchaîner avec ça. On a fait un inventaire il y a quelques années sur la qualité de l'eau, l'élément qui manque, dont je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui.
sur la qualité d'eau. Vous voyez tous les échantillons qu'on a collectés. Alors, on en a pris dans le granulaire. Là, vous comprenez pourquoi. Parce que c'est un type d'aquifère et un type de nappe. Et dans le socle rocheux. Et si tu vas à la prochaine, les points noirs que vous voyez, et il y en a un ici, pas très très loin, c'est des eaux salées. Et des eaux salées naturellement. Et il y en a une autre, d'ailleurs, qui m'a toujours intrigué. Je pense que c'est elle ici. C'est dans le rang 4. Quand on va vers Péribonka, maintenant il y a le rang 4, il n'y a plus de maison, là, je pense qu'il y avait juste une ferme au bout de ça. Ben, lui, c'est un tube d'acier, là, 6 pouces de diamètre, là, 15 cm, qui sort à peine qui a ras le sol, puis l'eau, elle est en condition artésienne. Donc on est dans la nappe argileuse, on est dans les argiles de la mer de la Flamme. Le tuyau a perforé une nappe artésienne, confinée, puis l'eau s'écoule à la surface comme un petit filet, et elle est salée. OK, et donc on arrivait à peu près sur notre échantillonnage ici. Alors, il n'était pas vraiment aléatoire. Hein. Moi, je savais qu'il y avait ces eaux salées. J'avais porté une partie de mes attentions sur ces eaux, donc j'ai fait exprès d'aller les chercher. Elles m'intéressent beaucoup et intéressent plusieurs personnes de mon équipe aussi, évidemment, puisqu'elles présentent des intérêts de recherche importants et c'est des sources de contamination pour nos eaux fraîches. Mais vous voyez qu'il y a à peu près 10% des échantillons qui présentaient une salinité au-delà des normes de potabilité. Et on en a une dans ce coin-là, justement. Donc, on arrive avec un espèce de modèle conceptuel. Alors, on voit, ça, ce serait vraiment notre secteur qui nous intéresse, avec les argiles, les sables en surface, des graviers ou des sables qui sont en dessous de l'argile, le roc calcaire, le roc cristallin. Puis, comme on est dans une région avec des grosses montagnes sur les côtés, puis le bas, on peut générer ces grands écoulements qui prennent beaucoup de temps, d'où la réponse à la question tout à l'heure, où serait la zone de recharge de l'eau salée que monsieur a obtenue dans son puits. On arrive à un modèle conceptuel comme ça. On peut avancer. Pour finir sur la qualité, vous voyez ici, j'ai le manganèse qui est un critère esthétique. Vous êtes probablement tous au fait du manganèse. Non? Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui ont des petites taches un peu rougeâtres sur les ustensiles ou sur le linge, ou parce que ou qu'il faut à un moment donné sortir tout sa crépine, son puits, puis il faut changer la pointe. Je pense que c'était l'oxyde, en fait, le manganèse, regardez ici, là, vous avez les teneurs en manganèse. On a un maximum, ce qu'on dit esthétique. On ne veut pas dépasser cette limite-là de 0,05 mg par litre. Ça, vous le faites avec une analyse chimique dans un laboratoire. La raison pour laquelle, c'est que si vous dépassez cette limite, vous allez avoir ce genre de conséquences. Des taches sur le linge, sur les ustensiles, sur les machins. Puis vous voyez que vous n'êtes pas les seuls. Hein. Ça, c'est tous les points qui sont au-dessus de 0,05. Dès que le point n'est pas petit et qu'il est gros, là, c'est qu'on en a. C'est une vraie problématique régionale. Pour votre santé, là, pour la santé, ils commencent à mettre une limite. Là, ils ont mis une limite à 0,12. Alors moi, la carte que je vous présente ici, vous voyez, 0,12, on serait peut-être un peu plus gros, mais il y en a quand même plus grand que 0,12. Là, ils commencent. Au Québec, ils ne l'ont pas fait encore. C'est Canada. Santé Canada l'a fixé la limite. Et entre autres, parce qu'il y a eu il y a eu un tapage médiatique là, à Radio-Canada. Il y avait une famille du sud du Québec. Les enfants ont eu des problèmes de développement cognitif, puis ils ont rattaché ça à la quantité de manganèse dans leur puits. Puis là, il y a eu des chercheurs de Concordia, je crois, qui ont mis en évidence aussi qu'ils pouvaient avoir un rôle. Donc, probablement que ça va venir dans pas long. Ils vont définir un critère de santé. Donc ça va devenir un maximum acceptable. Ça, maximum acceptable, c'est une loi. Il ne faut pas que l'eau dépasse ça, sinon ça peut être dommageable pour votre santé. Le problème du manganèse, mis à part cette manifestation sous forme de couleur, de coloration, vous ne le savez pas, là. Peut-être un goût un peu plus âpre, un peu plus ferreux. Si on avance, ça c'est pour le manganèse. Le fer est souvent en association avec le manganèse. Moi, j'ai le record du monde, non pas du monde, mais le record de mes échantillonnages et de mes analyses en fer, je l'ai obtenu dans le puits qui est sur la route de Vauvert, sur un sable de surface. Il est là. J'en ai mesuré à peu près 300 fois la limite. Encore une fois, c'est une recommandation, donc c'est encore un critère esthétique, ce n'est pas un enjeu de santé. D'ailleurs, il y en a qui prennent des pilules au fer ou qui mangent du foie pour augmenter leur taux de fer. Donc, boire une eau avec du fer. Mais c'est juste la forme qu'il peut avoir, sa forme chimique. Et une des raisons pour ça, préliminaire, on a développé un petit projet sur la Côte-Nord qui visait à réfléchir à ça, mais les milieux humides, les milieux tourbeux. En fait, ça fait des sols qui sont très acides. Vous pouvez descendre à des pH de 5. Puis c'est des sols qui mangent beaucoup, beaucoup d'oxygène.
C'est des sols la matière organique consomme l'oxygène. Quand vous avez des pH acides puis très peu d'oxygène dans le système, vous êtes capable de mettre en solution le fer. Le fer rentre dans l'eau. Sinon, il est sous forme de rouille. Là, il est immobile. Donc, en fait, c'est bien qu'on ait une croûte indurée quand on a des grands milieux humides comme ça. Parce que cette eau-là, elle a la capacité de dissoudre le fer qui est dans le sable et les graviers. Parce que nos sables et nos graviers viennent de l'érosion des roches granitiques qui, elles, contiennent pas mal de fer. C'est pour ça que, d'ailleurs, les plages, vous prenez un aimant, vous passez l'aimant dans le sable, vous allez avoir plein de limailles de fer qui est accroché sur... C'est naturel, ça. C'est des magnétites. Et en fait, c'est probablement la source de fer dans l'eau parce que le puits, il est vraiment installé dans les dépôts de surface. Donc, en fait, la petite croûte dont on a parlé tout à l'heure, indurée, elle est bien, elle. Parce qu'elle évite à cette eau. D'ailleurs, ça, c'est l'autre chose. Réfléchissez-y en même temps que moi. Quand j'y ai pensé, je me suis dit, c'est quand même une aberration. Le point le plus haut de la pointe ici de Vauvert, comme le point le plus haut de bien des endroits, là, ça reste que c'est à peu près, plus vous allez vers Mistassini, plus on monte en élévation, parce que là, on descend vers le lac. Fait que le point le plus haut, il est vers là-bas. Vers là-bas, c'est ça? Oui. Ouais, vers là-bas. Mais c'est là aussi où vous avez un milieu humide, donc avec une eau stagnante, sur du sable. Habituellement, si on prend du sable et qu'on met de l'eau dessus, l'eau, elle descend. Le seul moyen de garder de l'eau dans du sable, c'est de mettre le sable le plus bas possible, puis que ce soit les eaux qui alimentent le sable. Mais là, on a du sable en hauteur, et on a de l'eau qui reste. Comment on fait? Soit l'eau touche à l'argile et elle ne peut pas rentrer, soit on a cette croûte assez... et qui, à un moment donné... Bon, après, cette eau, elle doit probablement, à un moment donné, s'écouler. Mais sauf que si on perce la croûte, si c'est la croûte qui tient et qu'en dessous on a du sable, là, l'eau peut rentrer et éventuellement s'écouler vers les portions amont. Donc, il faut maintenir l'intégrité de l'environnement. Est-ce que c'est exploité, cette tourbière-là? Oui, mais l'exploitation de la tourbière, à part des canaux de drainage qui peuvent éventuellement endommager, on avait regardé, c'est des gros tracteurs qui aspirent en surface. Donc, normalement, ils ne creusent pas. Mais je pense qu'ils assèchent quand même pour pouvoir utiliser ça. Ça dépend. La question qu'il faut se poser, là, c'est est-ce que le bas du lac artificiel, est-ce qu'il est en contact avec le sable ou avec autre chose? C'est ça qu'il faut voir. S'il est en contact avec le sable, évidemment, l'eau, elle va descendre la pente que je vous ai montrée sur l'argile et qui va aller vers le lac. Si là, ça empêche l'eau de circuler sur les fossés et les ruisseaux qui sont quasiment vides. Oui, là, probablement qu'en ce moment, moi j'ai vu, pour m'être promené pas mal dans le bois, là, les nappes d'eau doivent être très, très basses, là. Donc ça c'est ce que vous dites là, c'est une observation de premier ordre. Ça veut dire que le niveau de l'eau est descendu en dessous. J'ai lu un article comme de quoi que les lacs artificiels, c'est défendu de faire ça au Québec. Mais normalement, on n'a pas le droit. Exactement, c'est pas permis. C'est pas permis de créer ni des connexions entre des lacs, ni de creuser un lac à proximité, mettons, pour assécher ses terres ou un lac artificiel. Mais la raison pour laquelle on ne veut pas faire ça, c'est qu'à un moment donné, on a une eau qui était sous terre, qui vient en surface et qui, éventuellement, va limiter l'eau disponible pour les écosystèmes au pourtour. Peut-être juste vous mentionner aussi, mais ça vous concerne plus ou moins, là, les fluorures. C'est un peu tannant, parce que ça c'est un maximum acceptable. Donc ça, vous n'avez pas le droit... Enfin, ça peut être dommageable pour la santé si votre eau dépasse 1,5 mg par litre. Dans votre secteur, on n'en a pas détecté du tout. On en a un petit peu ici. Mais on s'est rendu compte, avec cet échantillonnage-là, qu'il y avait une certaine problématique. Et ça n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de couleur, rien du tout. Si vous ne faites pas d'analyse, vous ne savez pas si vous avez du fluor ou pas. Mais visiblement, dans votre coin, ça ne semble pas être problématique. Mais ce que je vous dirais, propriétaire de puits, et ce que je dis la plupart du temps, faites une analyse d'eau. Même si vous dites, elle est claire, elle est fraîche, elle goûte bon, je n'ai jamais été malade, faites-en une juste pour le savoir. Vérifiez. Ça vaut la peine. C'est pas grand-chose, hein, c'est remplir un contenant, ça peut coûter 30 pièces, 50 pièces. Ah, OK. On pourrait réfléchir avec Mathieu. Moi, j'ai déjà souvent dit à l'OBV,
Moi, je suis prêt à mettre à contribution mon équipe, mon temps et même éventuellement de l'argent. L'OBV a un petit peu d'argent. On pourrait faire des campagnes massives d'échantillonnage d'eau dans les puits privés et avec une petite contribution du milieu. Je pense avec M. Murray, on avait travaillé un petit peu comme ça. On avait eu un peu d'argent de Ville de Dolbeau-Mistassini qui nous avait donné quelques dollars et puis les propriétaires pouvaient bénéficier de l'analyse en contrepartie d'une petite contribution. Mais je pense s'il y avait une volonté, citoyenne, je pense que toutes les instances seraient très favorables. Avance-moi ça vers la fin. OK, ça c'est pas grave, c'est sur la santé, on avance. Ouais, ça c'est toutes les sources de contamination, avance. La conclusion. Je vous l'ai dit, l'essentiel est invisible pour les yeux. J'espère que vous vous en êtes un peu rendu compte. Les eaux souterraines sont à la fois une ressource exploitable, vous le savez maintenant, une composante d'écosystème, vous le savez maintenant, un agent qui crée la géomorphologie des environnements, etc. Mais surtout, vas-y, clique. Surtout, encore, et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça, c'est pour ma conclusion. Précieuse, très précieuse, indispensable, accessible, surtout très fragile. Si on ne la connaît pas, faut en tenir compte un petit peu. Puis je pense, j'ai une dernière. Ouais, c'est ça. Et la clé, je pense que j'ai repris des termes de l'OBV. Je ne savais pas que tu avais misé là-dessus. Mais je pense que la concertation et le savoir-faire ensemble. Et le projet, ou tout ce qu'on fait là actuellement, c'est notre projet Arimo. Ce n'est pas possible sans la contribution financière au moins de l'ensemble des MRC puis des communautés des Premières Nations. Et on a aussi des observateurs qui sont avec nous, qui participent à toutes nos rencontres de comité pour créer en fait une synergie constructive et régionale, surtout une vision régionale. Et si vous voulez en savoir plus, je mets des liens web. Donc vous avez ici le réseau québécois sur les eaux souterraines qui fait des super produits didactiques pour les enfants ou pour les adultes. Et puis nos sites web internes à l'UQAC, dans lesquels vous allez avoir accès à l'ensemble des documentations qu'on vous a amenées. OK, parfait, c'est tout. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci.